pour cette nouvelle émission Survolté, la deuxième, et j'ai avec moi un très beau plateau. Je commence les présentations avec Nicolas Valéano, juste à côté de moi. Nicolas, comment vas-tu ? Eh bien, vraiment très bien, et je vous remercie énormément de m'avoir parmi vous ici. Mais avec plaisir, c'est nous, ça nous fait très plaisir. N'oublie pas de parler dans ton micro, Oui, que tout le monde t'entende bien. J'ai également Robin, le bon vieux Robin, notre pas si vieux, vidéaste auto. Non, pas si vieux, c'est vrai. Mais... Comment vas-tu, Robin ? Bah ça va super, ça va super. Content d'être là et de pouvoir parler du salon. Chaud. Ok. Et enfin, JB. Salut Vincent. Content d'être là aussi ? Content, plein de choses à raconter, ça va être trop cool. Et carrément, ouais. On en profite. Salut au chat aussi, à tous nos followers, bien sûr, qui sont là présents. Pour rappel, cette émission, c'est 100% survolté, donc 100% électrique. Et surtout, les amis, ce soir, c'est un spécial mondial de l'auto, puisque tous, en fait, on était au mondial lundi, et on a vu des voitures électriques par dizaines plutôt que par centaines, mais bon. Il y en avait pas mal. Franchement, ouais. Et on vous a dégoté, franchement, nos coups de cœur, nos coups de gueule, ce qu'il faut aller voir chez Renault, chez Stellantis, chez les Chinois. Enfin bref, l'émission va être énorme. On a un très gros sommaire, ça va durer 2 heures. On va discuter entre nous, on va débattre, puisque je sais déjà d'avance qu'on n'est pas tous d'accord sur certains. Oui. N'est-ce pas ? Mais on va passer du temps sur Renault, sur Stellantis, sur les Chinois. On aura des quiz, on aura des jeux et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec le jingle. Ou pas. Alors, nous revoilà. J'étais censé vous teaser l'émission, je l'ai fait à l'instant. Donc bref, voilà, c'est Greg normalement qui présente cette émission. Greg qui nous a préparé vraiment, il a fait un taf de ouf, on peut le remercier vraiment. Et oui. Le conducteur qu'on a, il nous a vraiment beaucoup aidé. Et bref, ce soir, je remplace Greg, mais ne vous inquiétez pas, Greg revient dans 2 semaines pour la prochaine émission Survolté, qui sera peut-être un peu sur le vélo, on verra, je vous tease déjà la prochaine. Mais revenons-en à nos petits du jour. On commence avec le mondial. Alors, on vous a prévu 3 parties pour le mondial. Renault, parce que clairement, je pense ici, tout le monde est d'accord pour dire que Renault, ils ont fait fort, non ? Ils ont fait très très fort. Ouais. Très. On va voir. Vous allez voir ça tout de suite. Et après, restez un petit peu, parce que vous allez voir, les Chinois attaquent très très fort. On a, mais je sais même pas combien de voitures, franchement, chinoises, au moins une dizaine, et même plus. Il y en avait une vingtaine, je pense, non, qui étaient présentées, qui étaient assez folles pour certaines, pourries pour d'autres. Si je peux me permettre. Le mot est lâché. Et ensuite, on verra ce que nos amis de chez Peugeot, Citroën, tout ça, ont fait un petit peu. Et JB, je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui vas nous présenter un petit peu, là, en détail, ce que Renault nous a fait comme surprise et ou pas comme surprise. D'ailleurs, je te laisse. Il y a eu des surprises en fait. Alors vraiment, ce que tu disais, Renault l'a fait tapis. Hein. Vraiment, on parle quasiment que d'eux au mondial. Vraiment, c'est le centre d'attraction. Renault, même le groupe Renault avec ses autres marques, mais ça, on revient tout de suite après. Et on va commencer par, je pense que c'est une des stars, voire la star du mondial, toute catégorie confondue. Laisse-moi deviner. C'est la R5 SUV. Oui. La R4. Voilà, c'est la R4, voilà. C'est ça. Donc effectivement, tout le monde a parlé, Android compris, énormément de la Renault 5. Hein. C'est vraiment peut-être la voiture électrique, voire même la voiture tout court la plus attendue de 2024. À peine la R5 lancée, bam, nouvelle citadine électrique de chez Renault. Une nouvelle réinterprétation d'une citadine, cette fois-ci des années 60, la fameuse 4L que je pense que tout le monde connaît. Ouais. Mais donc voilà. L'idée de la 4L, c'était une R5 en plus pratique, plus de volume, machin. En 2024, c'est pareil. On est allé la voir la semaine dernière avec notre cher Robin. Donc on a pu discuter avec tous les responsables du projet. Tout ça, on a pris plein de trucs. C'était trop cool. On va commencer par le style. Ouais, carrément. Ouais. Et donc je disais néo-rétro, je pense que ça se voit très très bien à l'image. On sent que les designers se sont fait plaisir. En fait, il y a plein de petits détails qui rappellent la 4L des années 60, ne serait-ce que le profil. La troisième vitre latérale aussi, c'est marqueur typique de la première voiture. Et le toit ouvrant, moi ça m'a grave marqué aussi. Le toit ouvrant. Ouais, c'est un toit ouvrant en tissu, toile. Ouais, en toile. Ça. C'était déjà sur la 4L avant ? C'était une série spéciale en fait. Okay. Il y a eu plein de séries spéciales. Il faut savoir que la 4L a été commercialisée pendant quasiment 30 ans, il me semble. Enfin, c'est une carrière, elle a terminé au Brésil encore, je crois, dans les années 90. Et parmi les très nombreuses séries spéciales, tu avais une série spéciale avec un toit en toile que Renault a eu l'excellente idée de reprendre. Donc c'est en plus un grand toit, hein, c'est 90 cm de long, 80 de large, donc on peut vraiment avoir les cheveux au vent. Et ça, c'est très agréable. Mais ouais, donc ce que je disais, donc beaucoup de petits détails qui rappellent la 4L, mais un traitement hyper moderne. Et je pense que ce qui crève les yeux, c'est la calandre. On voit en fait ce masque noir qui est... Alors Renault parle d'une première mondiale, dans le sens où en fait c'est un seul bloc,
avec un jonc lumineux qui fait le tour sans s'arrêter, avec aussi un logo, le petit losange illuminé. Donc là, le logo illuminé, c'est une première pour Renault, et le traitement dans son entier, première mondiale. Bon, on peut bien les croire. Mais sachant que le logo, j'allais dire, c'est récent que ça soit autorisé en Europe, non? Exactement. Ouais. C'était aux États-Unis. Bah ouais, je pense que Nico. Ouais. Les premiers à avoir fait ça. Non, il y a d'abord eu des calandres illuminés. Je pense que c'est Skoda qui a été peut-être le premier à faire ça avec l'ENIAC. Ouais. Et puis après, les premiers logos illuminés. Alors, on a le droit de ne pas aimer. Vous trouvez ça un peu bling, mais effectivement, maintenant c'est autorisé. Donc, ouais, c'est ça. Et donc voilà, plein de trucs hyper modernes. Et attends, je viens de voir à l'image là, il y a le porte-baguette aussi dans la R4. Et oui, parce que c'est la France. Il y avait dans la R5 aussi, voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi la R5, je te laisse, si tu veux préciser, JB, qu'il y avait cet accessoire improbable. Exactement, peut-être que tu veux en parler. Oui, on l'a vu ensemble également la R5, et on a effectivement cet accessoire, le petit porte-baguette. Voilà, ils se sont fait plaisir. Je crois qu'ils sont allés voir un fabricant d'osier. Ouais, artisanal dans le sud de la France. Un peu sympa dans le sud de la France. Ouais. Mais c'est en plastique. Voilà, ils ont... Ah bon? Ouais, je pensais que c'était un osier. C'est pas de l'osier. Non, pour moi, c'est du vrai osier. Ah bon oui, je pense qu'ils sont allés au bout. Ouais. D'accord, ok, bon. Ce serait bizarre. À vérifier. Mais ce sera surtout un accessoire vendu. On ne sait pas à quel prix. Probablement. Voilà. Et donc, du coup, voilà, l'intérieur de la R4 étant quand même vachement proche de celui de la R5, c'est quasiment la même chose. Du coup, cet accessoire qui marche dans la R5 marche aussi. Alors, c'est très proche sur la partie avant. Ce qui change beaucoup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la R4 est 22 cm plus grande que la R5. Okay. Ça bénéficie à deux choses. Le premier, c'est le coffre. Déjà, en fait, c'est hyper intéressant parce que les voitures modernes, en général, le coffre, il s'ouvre très haut. Le seuil de chargement, en fait, pour des questions de sécurité, tout ça. Donc, ce qui fait que quand tu as des objets lourds, c'est un peu une tannée. Là, la R4, je sais pas par quel miracle, mais ils ont réussi à énormément abaisser. Par exemple, on peut s'asseoir vraiment, le plancher est plat. Ça, c'est hyper pratique. Ok, c'est ce que les Américains appellent le tailgating, si je dis pas de bêtises. C'est des bières en étant assis à l'arrière de ton... Mauvaise bière. C'est ça, de la bonne bud. Ok, donc voilà. Ouais, t'avais pu... Nous, on a essayé la R5, en effet. Toi aussi, Nicolas, à Nice, là, Robin était là pour faire de la vidéo également. Et en effet, à l'arrière, les places sont peut-être un peu étriquées. Donc, dans la R4, t'as plus de place aux genoux. Exactement. Deuxième bénéfice de la longueur supplémentaire, c'est la banquette arrière les passagers sont quand même beaucoup mieux traités, je trouve. Plus d'espace, t'as même des petits détails pratiques. Par exemple, t'as des prises USB, c'est tout bête, mais pour une voiture qui est plus polyvalente que la R5, avoir des prises USB, c'est mieux pour les passagers arrière quand on fait des longs trajets. Donc voilà, pour moi, en fait, ce que j'aime beaucoup sur la R4, c'est que ça reprend les bonnes idées de la R5. Par exemple, les écrans, c'est Google Automotive, ce qui, je pense, pour des constructeurs généralistes, c'est les meilleurs écrans qu'on puisse trouver. Clairement, franchement. Vous avez pu la tester, Oui. Et puis tu vois, par exemple, c'est les mêmes batteries, donc tu as la charge bidirectionnelle aussi. Enfin, pour rappeler très rapidement, en gros, l'énergie stockée dans la batterie, on peut la renvoyer dans le réseau. Et pour ça, en fait, on est rémunéré. Renault dit qu'on peut aller jusqu'à diviser par 2 la facture de la recharge, donc c'est toujours intéressant. Et donc voilà, donc c'est les bonnes idées de la R5 avec un peu de praticité supplémentaire, des petits détails sympas. Et je trouve que tu as une bonne complémentarité. Je trouve que Renault l'a joué vraiment de façon très très intelligente. Tout n'est pas parfait. J'allais dire, là, c'est vraiment une R5 familiale. C'est une R5 familiale, mais tu vois, en fait, encore une fois, comme ça reprend la base de la R5, par exemple, en termes d'autonomie, c'est 400 km maximum. Je vais dire tout de suite, les concurrents font pas mieux. Mais WLTP. WLTP, voilà, c'est selon la norme, donc c'est normalisé, tout ça. Bon. Autant sur la R5, avoir 400 km, parfait. Enfin, pour une voiture de ville, vraiment, personne n'a besoin de plus. Encore une fois, la R4, tu vois, c'est plus pour les familles, pour les longs trajets. 400 km, ça peut peut-être un peu limite. Le deuxième petit point, c'est la recharge. 400 km WLTP. Encore une fois, c'est ça. Que sur autoroute, ce sera jamais 400 sur km. Sur autoroute, tu seras à 250. 250. Ah ouais. Et sur autoroute, la recharge rapide est pas folle. Encore une fois, sur la R5, c'est pas vraiment un problème. Sur la R4, tu vois, on passe de 20 à 80% en 30 minutes. Ouais, de 15. Donc 15. En gros, 10 à 80%, allez, en 35 minutes, on va dire. Ouais, exactement. Mais c'est la même chose sur Mégane et Scénic. C'est la même vitesse, sauf qu'il y a un peu plus d'autonomie sur Mégane et Scénic parce que la batterie est plus grosse. Voilà, c'est ça. C'est deux petits points, un peu les deux petites limites que je peux trouver. Franchement, moi, j'ai adoré. Et on a un commentaire dans le chat. R4, c'est la première Renault à intégrer le One Pedal, donc la conduite à une pédale. Exactement. Et on nous pose la question, est-ce qu'il faudra attendre à partir de quand, je lis très mal le commentaire, je suis désolé, à partir de quand il faudra attendre pour l'avoir sur la R5 Mystère? Alors Mystère, oui et non, parce que justement, au Mondial, on a pu poser la question, je me souviens plus comment il s'appelle, Georges quelque chose, enfin, le directeur, le patron de la plateforme Ampere Small pour la R4, c'est ça, qui nous disait que sur la R5, ça arriverait très rapidement avec la petite batterie, donc courant 2025. C'est-à-dire, je sais plus si on a une date précise ou pas, mais dans quelques mois, en gros. Voilà. Et il m'a dit,
potentiellement la R5 va arriver avant la R4 avec le one pedal, parce que ça va dépendre un peu quand est-ce qu'elles vont être produites chacune, quoi. Donc en gros, ça va arriver en même temps conduite à une pédale, quoi. Ok. Un petit rappel du one pedal. Ouais, vas-y. Ouais. L'idée, c'est en fait, on peut arrêter la voiture totalement sans jamais avoir à appuyer sur la pédale de frein. Sauf au cas d'urgence. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, évidemment, c'est ça. Mais en tout cas, en fait, en général, donc toutes les voitures électriques ont ce qui s'appelle un frein régénératif. Dès qu'on lève les pédales d'accélérateur, la voiture freine sans jamais aller à l'arrêt. Le one pedal, on peut aller jusqu'à l'arrêt. Encore une fois, la pédale de frein reste là en cas d'urgence, en cas de toutes les situations. Mais du coup, si tu gères bien les feux rouges, Voilà. les stops, tu peux t'arrêter si tu arrives à bien doser Ouais. l'accélérateur. Ça peut être très très agréable en ville. Carrément. Exactement. Ouais. Exactement. Et souvent, quand tu connais un peu la voiture électrique et que tu as l'habitude, tu peux plus t'en passer si tu connais cette techno, en tout cas. C'est ça. Ouais. Comme si tu conduis une Tesla. Par exemple. Si t'as jamais connu, je pense que c'est un truc, ça t'intéresse pas forcément, c'est pas Non. un argument, je pense, pour beaucoup de Exactement. gens. Mais une fois que t'as essayé, Ouais. notamment avec une Tesla par Ouais. exemple, c'est vrai que c'est Alors, difficile. c'est de pas s'en passer. indispensable, clairement. Non, tu peux t'en t'habitues. passer, c'est du confort. C'est du confort. Ouais, du confort. C'est tant bien que ce soit pas indispensable parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce sera pas rétroactif sur les premières R5 commercialisées. Parce que ce Exactement. sera avec des palettes au volant Ouais. qui ne sont pas présentes sur les premières Ouais. voitures. Exactement, ouais, tout à fait. T'as raison. C'est ça. Je rajoute rien parce que c'est parfait. Et ensuite, donc là, on est toujours dans le top 3 Renault et on a fait la top 1, c'est la R4. On est tous ça. d'accord pour dire, ok, c'est le top 1 de la voiture Renault diffusée au mondial. Tout le monde est d'accord là-dessus, je pense. Non. Ouais, la R5, on la connaissait déjà. On va dire. Voilà, c'est ça. La nouveauté. La On nouveauté. attendait de la voir parce qu'on l'avait pas fait un parquet Ouais. chanceux, on l'avait pas forcément vu juste avant. Donc ça avait Exactement. l'effet première sur les salons qui à l'ancienne qui est quand même assez agréable. Ouais. Et surtout que le stand Renault était Magnifique. fat, quoi. Il est magnifique, immense. ouais. Juste peut-être une chose, Vas-y, ouais. petit bémol par rapport à ce que tu disais sur effectivement l'espace arrière. Il y a 8 cm d'empattement en plus, qui est assez grand et j'ai pas eu l'impression vraiment de les retrouver à 100% au niveau de l'espace qui est disponible au place arrière, qui reste encore, à mon sens, un petit peu étriqué par rapport à la vocation un peu familiale comme tu dis, Ouais. de Bah, l'auto. ça, on l'a pas dit, mais en termes d'équivalent, si on compare à des voitures un peu plus connues du grand public, je crois qu'on avait fait la comparaison entre une Clio et une Capture, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, dans le reste de la gamme, en fait, la R4, elle est pile poil. Je crois qu'elle a 8 cm de plus entre la Clio et le Capture. Donc Ah, voilà. ok, moi, Donc je ça pensais que reste c'était plutôt Capture. compact. Donc en fait, c'est un peu plus petit que C'est ça, Capture. ça reste assez D'accord. compact. Ouais. Ok, ok. Ouais, ouais. Ça Donc marche. c'est finalement, on dit SUV, mais c'est quand même un tout petit SUV. C'est ça, ça fait 4,14 m, voilà, pour le chiffre. Ok. Voilà. Et après, peut-être on va un peu trop loin, mais c'est intéressant quand même. J'allais dire, le Capture étant un thermique / hybride, est-ce qu'il a pas besoin d'être un peu plus long et finalement les 8 cm, est-ce que c'est pas le moteur et est-ce que t'as 8 cm en plus à l'intérieur? Ça se trouve, c'est la même chose à l'intérieur, non, en habitabilité Alors, j'ai pas les côtes Ouais. comme ça. Mais peut-être quoi, non? Parce qu'on peut se dire que, enfin, on sait que la R5 et la R4, on a posé la question. Ouais. Normalement, n'existera pas en thermique. Donc, si vous vous attendez chez vous à avoir une R5 ou une R4 en thermique, a priori, ça n'arrivera pas. C'est ça. Pour la simple et bonne raison que le berceau moteur est pas assez grand à l'avant et qu'il nous dit il aurait fallu rajouter sur la R5 10, 15, voire 20 cm pour caser un moteur, quoi. Donc, C'est ça. on peut se dire qu'en effet, t'as peut-être Voilà. t'as peut-être la même habitabilité Ouais, dans le. peut-être que la partie avant, la parce R4, qu'effectivement, le- un moteur essence, déjà, faut le mettre, le moteur essence, mais il faut mettre tous les moyens de refroidissement, l'huile, tout ça, une boîte de vitesse, les échappements, donc Japon. ça prend de la place. Bon, allez, on continue Yes. parce que Oui. on a un programme, les amis, c'est ultra chargé. Le top 2 de ce mondial, Voilà. c'est toujours chez Renault. Enfin, Oui. le top de ce mondial, Le en tout cas groupe pour Renault. le groupe Renault, pardon. Yes. Et là, JB, je te laisse un peu de sportivité après. Ah oui, c'est ça. Alors, on change totalement de la R4, on passe chez Alpine. Alors, Alpine, petit rappel, c'est la marque sportive de Renault. Pour l'instant, il y a une seule voiture qui est lancée, c'est la A110. C'est un petit coupé essence que tous les passionnés adorent. Mais Alpine passe aussi à l'électrique. Là, ça commence dans les prochaines semaines avec la 290, qui est la R5 un peu en survêtement. Et prochaine étape, 2025, avec ce qui s'appelle la 390. Et donc, pour nous faire un petit peu saliver au mondial, on a un concept car qui s'appelle la 390 Beta, pour bien montrer. Donc voilà, on le voit à l'écran. Ça a de la gueule. hein. Ça a de la chouette. gueule, hein. Bon, encore une fois, on l'a vu aussi avec Robin. Ouais, ouais. Honnêtement, j'avais très peur d'être déçu parce que bon, on parlait pareil de SUV tout moi. Bon, et voilà, les SUV, moi, Oh là là. ça me gonfle un peu. Donc j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient faire, Alpine. Et en fait, j'avoue que de le voir en personne, c'est pas mal. Ouais. Alors, encore une fois, alors Alpine, mais les points sur lui, ce n'est pas un SUV. Voilà, pour Alpine, c'est certainement pas Hors un de question. SUV. Ah non, ça s'appelle un Sport Fastback. C'est quand même beaucoup plus chic. Je vous laisserai faire votre avis. Est-ce que c'est un SUV, est-ce que c'est pas un SUV? Alors, oui, parce que précisons que c'est un Scénic. Alors, Si je les veux mettre mots les pieds sont dans le durs. plat. ouf, c'est effectivement la même plateforme que le Scénic. Et ça s'arrête là, je pense. Vraiment, ça... Et que le salariat également. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc l'idée, ce qu'on voit à l'extérieur, Alpine dit que la 390, encore, qui arrivera dans les rues en 2025, c'est 85% ça. Il y a des gros délires de concept car, les jantes sont énormes, il y a de l'aéroactive, il y a machin, enfin bref.
Mais la silhouette, en gros, la silhouette, c'est on ça. peut s'attendre Voilà, à c'est ça. Et la silhouette qui, je trouve, et qui vraiment, je pense que c'est ça qui nous a vraiment le plus plu, c'est la silhouette, elle est vraiment cool. Je trouve qu'elle rappelle vraiment donc cette silhouette de coupé de la 110. Moi, ça m'a un peu sauté les yeux. Peut-être qu'en vidéo, on voit peut-être moins, mais La partie supérieure, le toit, je trouve, ça rappelle vraiment la 110, Exactement. le pare-brise à l'arrière, etc. Ouais. C'est plutôt bien fait. Non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Moi, j'ai hâte de la voir en série. Et techniquement, surtout, moi, c'est quand j'ai lu ton papier, c'était allé la voir aussi en avant-première, et quand c'est ça. j'ai lu le papier et que j'ai vu la partie sur la motorisation, j'étais en mode, what? Ils vont vraiment garder ça dans la version de série? Voilà. Le- C'est pour ça que je te disais que c'est la même plateforme que Scénic et ça s'arrête là parce que la 390 n'aura pas un moteur, elle n'aura pas 2 moteurs, elle aura 3 moteurs. C'est ouf, ça. Ouais, c'est ça. Un à l'avant, 2 à l'arrière. Alors la puissance, elle n'est pas vraiment communiquée, peut-être autour de 500 chevaux, enfin bref, ça devrait dépoter. Le gros intérêt d'avoir ces 3 moteurs, c'est qu'en fait, c'est un logiciel, Alpine a créé un logiciel en interne qui peut dispatcher en fait la puissance et le couple sur chaque moteur indépendamment en fait. Et donc l'intérêt, c'est en virage par exemple, on peut faire tourner plus la roue extérieure que la roue intérieure, ce qui fait que la voiture va pivoter. Alpine, quand même, c'est assez audacieux de dire ça. Ils veulent, avec cette A390, qui est une voiture électrique assez lourde, assez volumineuse, ils veulent avoir le même comportement que la 110, qui est encore une fois un petit coupé hyper léger. D'accord, ok. C'est quand même une promesse qui est assez audacieuse. C'est ambitieux. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'à voir. Ok. Voilà. Et du coup, donc c'est du torque vectoring, c'est ça le nom exact. Alors le nom un peu scientifique, anglais, en tout technique, cas, c'est le torque Et vectoring. ça permet concrètement de gagner en maniabilité, quoi. Exactement, vraiment dans les virages, en fait, on peut. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu déjà en théorie, disons, sur le concept A290 bêta, qui avait 2 moteurs. Et qui, alors c'est pas le cas de la 290 de série, mais qui déjà prévisualisait un petit peu c'est ça. idée, quoi. Qui existe aussi ailleurs. Qui existe sur la Maserati Gran Turismo électrique, la Folgore. Et donc que j'ai eu la chance d'essayer. C'est une bonne inspiration. Plutôt pas mal, voilà, c'est une bonne comparaison. Donc voilà, réponse à toutes nos questions 2025. Et surtout, je me permets de rajouter un petit truc, j'avais une vidéo sur YouTube que j'avais adorée, c'était justement sur la différence moteur thermique, moteur électrique, notamment sur le torque vectoring, qui est quasiment impossible à faire sur un moteur thermique avec les latences qu'il y a, la taille des moteurs, etc. Et que même si tu arrives à le faire en thermique, en fait, t'as là une latence de, je crois que c'est 1 Hz, alors je sais pas si vous ont donné l'info sur Alpine, mais que t'as 1000 fois par seconde, le moteur peut varier sa puissance. Donc en effet, dans un virage, l'ordinateur de bord va te calculer pour que tu prennes une courbe parfaite. Et donc, je sais pas, toi, sur la Maserati, ça doit être fou, peut-être. Ah, franchement, les vitesses dans les virages, c'est démentiel. Parce que tous ceux qui disent, donc peut-être ça peut un peu contrebalancer le surpoids de la voiture électrique avec une batterie, peut-être, en fait, tu remets un peu au niveau d'une thermique, peut-être sur la maniabilité, vu que c'est plus lourd, mais finalement c'est plus maniable. C'est ça. En fait, ils essaient de jouer là-dessus pour arriver à cette promesse. Le centre de gravité plus bas aussi, mais c'est sûr qu'on sera autour de, j'imagine, 1,8 tonne, 2 tonnes. Je pense que les 2 tonnes seront là, encore une fois, le Scénic peut aller jusqu'à 87 kWh de batterie, donc c'est une batterie gigantesque, donc c'est lourd. Il y a son poids. Voilà. Donc je pense qu'on pourra aussi espérer, Après, ce sera une 5 places, faut pas non plus s'attendre à des performances de Ferrari, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va voir. Ok. L'accélération. L'accélération, ça peut être sympa. Ça se défend. Ça peut être sympa. Et après, on passe sur un truc qui a rien à voir, mais qui est quand même dans notre top 3 Renault du mondial de l'auto. C'est un tout petit véhicule. Voilà. Et donc là, c'est vraiment un autre très grand écart. Et là, on passe dans une 3e marque, c'est Mobilize. Alors, Mobilize, j'avoue que j'ai un peu de mal à définir ce que c'est. Ça vend des wallbox, ça vend des voitures. Bon, voilà. Des cartes de recharge, réseau de recharge qui sont en train de mettre en place. Exactement. C'est le service de mobilité électrique de Renault. Je pense que c'est très bien résumé. Mais qui vend des produits aussi, enfin des produits, des voitures. C'est ça qui est étonnant. En effet. Et voilà. Donc, j'ai envie de vous ramener en 2011. Est-ce que vous vous souvenez du Renault Twizy? Oui. J'ai drifté avec sur de la glace. C'était très drôle. Franchement, c'est pas mal. Énorme. Et donc voilà. Donc, le Twizy, c'était, je pense, le premier quadricycle électrique sur le marché. Donc, c'est une toute petite voiture qui est accessible sans permis, tout ça. Ça s'est arrêté d'être produit un peu vraiment dans l'anonymat le plus total il y a quelques années. Mais Renault n'a pas lâché l'affaire. Et en 2024, on a le Mobilize Duo. Ça reprend exactement la même plateforme, enfin pas forcément la même plateforme, mais la même recette que le Twizy. Donc là, on le voit à l'écran. Donc encore une fois, c'est la même chose. Il y a 2 places en tandem, donc le passager est derrière le conducteur. On a aussi les 2 versions. On a une version sans permis à 45 km/h et une version avec permis à 80. Donc tu peux vraiment choisir, ça c'est cool. Plus de polyvalence. Par rapport au Twizy, on a quand même, notamment en termes d'équipement, il y a un vrai bond en avant. Par exemple, on a des équipements que je pense n'avoir jamais vus dans le domaine des quadricycles. On a un siège chauffant, on a de la climatisation, on a du Bluetooth. Donc voilà, c'est ça, on peut
Donc version de série là. Ouais, ça c'est la version de série. Ça c'est ce qu'on aura. Ça arrive début 2025. Avec une porte aussi qui s'ouvre, ouais, et ça c'est chic ça. Bah, en fait, ça c'est une des grandes nouveautés, c'est qu'il y a des portes. Il y a des portes qui se ferment. Il y a des portes. Voilà, c'est ça. Parce que le Twizy, effectivement, déjà les portes étaient en option. Et même quand c'était un tout petit demi-porte, c'était une petite portière quoi. En fait, t'avais pas de fenêtre. Donc ce qui fait que l'hiver, c'était quand même quand il pleuvait, quand il faisait froid, c'était un peu une tannée. Là, ils ont compris la leçon et donc c'est une porte de série avec une vitre bien fermée. Donc ça, c'est bien. Et avec une jolie cinématique en élytre qui voilà. Exactement. Ouais. Bah déjà, c'est cool. Franchement, tu vois ça dans la route, tu fais genre ouais, c'est sympa. Et puis en plus, l'avantage, c'est que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'espace à gauche, à droite quand tu t'en vas. Comme ça, tu ouvres la porte et tu te faufiles et c'est pas mal. J'avoue que j'ai quand même eu un peu peur quand je l'ai ouvert parce que j'avais la caméra dans une main. J'avais la caméra dans une main et du coup une seule main libre pour ouvrir la porte. J'avais vraiment peur de me cisailler les doigts, mais genre. Ah ouais, c'est vrai. À ce moment-là. Okay. J'ai trouvé ça assez fragile le mécanisme. Franchement, la porte, elle fait un peu. Enfin, je sais pas si. Ouais, c'est vrai que ça bouge un peu. Bon. Ouais. Après, voilà, c'est possible que ce soit un proto, non, ou un truc comme ça, ou c'est une série. Ouais, une pré-série. Encore une fois, elle arrive 2025, donc peut-être que là, il y a encore des ajustements à faire. Bref. Et il y a des infos là-dessus, prix, autonomie. On a tout. Sur l'autonomie, c'est marrant parce que la batterie du Duo, c'est un des modules d'AR5. C'est marrant. Excellent. Voilà. Okay, l'AR5 a 4 modules sur la grande batterie. Exactement. Donc là, t'as un quart de la batterie, quoi. C'est ça. Donc 10 kWh. Ok. Ça fait une autonomie de 160 km. Je trouve ça personnellement beaucoup trop pour une voiture comme ça. Mais bon, au moins, toi, ils avaient ça. J'imagine que ça coûte moins cher que plutôt de recréer une batterie de zéro. Les tarifs sans permis, 9 000 €, bonus déduit. Ok. C'est plus cher qu'une Ami, les Citroën Ami, donc qui est la voiture sans permis électrique par excellence qu'on voit partout. Qui a vraiment réveillé le marché en plus. Qui a complètement révolutionné le marché. Mais voilà, donc avec ces petits équipements supplémentaires, la climatisation et ses chauffants, on peut peut-être un peu tirer son épingle du jeu. La version avec permis, c'est 12 000 €. Pour une voiture aussi spartiate, c'est pas donné. Pique, hein, je vais pas cacher. Mais les concurrentes sont encore plus chères. Voilà, donc est-ce que ça trouvera son marché? Ok, t'as la version 45 km/h avec 90 en gros quoi. 80, c'est 80. La version avec permis, c'est 80, c'est ça. Et donc voilà. Il y a une chose que les autres n'ont pas, c'est qu'elle a un airbag, ce qui était déjà le cas de. Elle a un airbag. Et ça, quand même. Et ça rassure les parents, hein, parce que tu vois les parents qui achètent la voiture pour leur enfant. Ok. Exactement. En revanche, elle a pas vraiment plus de confort à l'arrière pour le pauvre deuxième passager qui est vraiment engoncé complètement. Ouais. Alors le Twizy, comme pour la petite anecdote, j'ai un ami qui mesure 2,7 m de long. Ah bah. Je l'ai fait de haut. Ça fait des grands pieds. C'est un animal. J'ai réussi à le mettre derrière quand même. J'ai fait 15 km avec. Il est pas mort. Voilà. Il te parle encore. Oui, donc voilà. Ok. Intéressant. Ouais. Et il y avait d'autres nouveautés, parce que là, c'était un peu notre top 3, donc un peu les nouveautés qui ont été annoncées lors du mondial. Mais Renault est venu avec beaucoup de choses dans les bagages. Et notamment, on parlait de la R4 qui était la R5 SUV. La R5 était là. Et exactement. Franchement, c'était ouf, non? Toutes les couleurs qu'il y avait, il y avait même la version Roland Garros. C'est la première fois que je la voyais personnellement en physique. Mais la Roland Garros, c'est une série spéciale qui arrive en 2025, je crois. Et donc là, c'est la première fois qu'on la voyait vraiment en vrai. Et je pense que pour la R5, c'est son premier vrai grand bain de foule. C'est vrai. Ouais. Il y avait Genève, mais Genève, c'est la première occasion, ça ou les portes ouvertes qui sont en ce moment aussi chez les concessionnaires, de l'avoir en vrai. Quoi. Ouais. Donc là, on est en plein lancement commercial. Elle a été lancée avec une batterie de 52 kWh. Renault en a profité pour aussi lancer les prix de la plus petite batterie. 40 kWh, c'est 300 km d'autonomie. On est à 28 000 € hors bonus. Ouais. Je dis hors bonus parce qu'en fait, en 2024, c'est 4 000 €. En 2025, on sait pas. Probablement moins. Donc voilà, on va rester à 28 000 € hors bonus. Est-ce qu'ils ont parlé de... Parce que tout le monde attend un petit peu la version à 25 000 €, tu vois, qui est annoncée depuis, je sais pas combien de temps, 2 ans peut-être. Très longtemps. Comme ça. C'était un peu le teaser de la R5. Ouais, complètement. La voiture R5, c'est quoi? C'est la promesse. Ouais. Alors, des news là-dessus? Promesse tenue. Ok. Mais c'est au printemps. Faut quand même préciser, moi je veux quand même mettre en garde la version à 25 000 €, elle sera vidée, hein, on va pas se cacher. Il y aura pas de charge rapide, par exemple. C'est surtout le truc, ça. Hein. C'est en gros les longs trajets, c'est impossible. C'est ça. Ou alors possible, oui, mais en plusieurs jours. C'est ce qu'on dit, très motivé, quoi. En gros, très concrètement, tu passes de 35 minutes, le 10 à 80% à 3-4 heures, un truc comme ça, à 3 heures peut-être. Donc sur un Paris-Marseille où tu vas faire peut-être 250 bornes sur l'autoroute à chaque fois avant de devoir recharger. En fait, le trajet, tu le fais en quoi? Tu le fais en 4-5 jours? Je pense que je connais pas grand monde. Clairement, elle est vraiment réservée à des gens qui ont l'utilité comme une deuxième voiture, troisième voiture. Ou les flottes captives. Enfin, par exemple, les mairies, les postes. Voilà, ça, tous les services publics, les SNCF. Ce qui est fou, c'est que juste en mettant quelques milliers d'euros de plus pour la version juste après, juste le fait de déverrouiller la charge en DC, quoi. En fait,
débloque des possibilités folles quoi, par rapport à ce Complètement. que tu as de base. Ouais, je pense que la 25 000, vraiment, en fait, elle est là pour le prix d'appel et Tout à fait, ouais. c'est tout. Marketing, et Voilà, ça c'est marche, elle va se vendre un petit peu. Mais... Je sais pas si on a parlé de prix tout à l'heure à propos de la 4L, enfin de la R4. C'est Ah, parti de c'est vrai, 30 000. Ouais, normalement. R5, 25, prix Ouais. plancher, 4L, enfin Renault 4, C'est ça. 30 000 prix plancher. Ouais, sachant que la version, donc la fameuse version sans charge rapide de la Renault 5 ne sera pas, dans un premier lot en tout cas, elle sera pas proposée sur la R4. Je D'accord. pense que c'est très bien. On envie effectivement on a un premier prix autour des 30 000 euros hors bonus. Ok. Voilà. C'est officiel ou c'est environ quoi? Ouais. Pour moi, c'est officiel. Il ok. me semble que il y a une communication de Renault sur le mondial, ouais. Ça marche. Et donc là, on parlait de la R5, on va parler de la petite sœur sportive, un peu comme tout à l'heure, on parlait de l'Alpine. Ben, la R5, elle arrive en version sportive aussi. Parce qu'avec Robin et avec Nicolas, on l'a essayé dans le sud-est. On s'est bien fait plaisir avec le moteur de 150 chevaux. Et on s'est dit, purée, mais tu mets plus de chevaux là-dedans, tu mets un châssis un peu plus sport, et t'as une bombinette GTI des années 80, quoi. Yes. Et du coup, il y avait quoi? Et il y a la fameuse Alpine A290, qui est donc encore une fois la version. Vous voulez plus de puissance sur l'R5, merveilleux. Voici l'Alpine A290, 2 moteurs, 180 ou 220 chevaux, un châssis revu. Ça promet, on va l'essayer la semaine prochaine avec mon cher Robin. Oui. Ça va être chouette. Ça va faire crisser les pneus, ça. Oh, aïe. Histoire. Donc voilà. Encore hurler. Et donc là aussi, on est en plein lancement commercial. Donc, Ok. voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de l'avoir vu, le design, par rapport à la R5? Honnêtement, il y a un petit truc. Allez, je commence par un petit point de déception. Au niveau du capot, l'indicateur de charge, ils l'ont viré. C'est vrai. Et du coup, maintenant, tu as juste un logo Alpine qui ne s'allume pas. Alors bon, pourquoi pas, hein, c'est pas dommage non plus, tu vois, mais quand même, petit regret, je trouve, c'était sympa sur la R5. Bon, voilà. Sur le reste, moi, j'adore. Sur le reste, j'adore. Les peintures, genre la bleue, le bleu Alpine, incroyable. Ouais, le bleu, même ouais. la grise mat, je la trouve vraiment sublime, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, je suis très fan, moi. Peut-être un peu kéké tuning pour les personnes un peu conservatrices. Jeu conservateur, du coup? Mais non, mais jamais, enfin Vincent, certainement pas. Mais Même les slippers, Vincent. donc t'as ce côté. R5 avec les caractéristiques techniques d'une 290. J'achète. Voilà, c'est ça. Donc voilà, réponse. Ok. Mais j'avoue, les feux de Intéressant. jour en croix qui rappellent les projecteurs Non, ça, c'est portés de sympa, rallye oui. des années 60, Ouais. 70. Petit clin d'œil, cool. C'est vraiment très sympa. Ouais. Mais surtout, je pense qu'elle va être beaucoup plus drôle à conduire en termes de comportement, beaucoup plus joueuse que ne l'est la R5 qui est vraiment très chouette, mais qui est plutôt équilibré confort. Alors que là, ils vont pousser les curseurs et on va pouvoir tester ça. Oui, oui, tu seras là aussi. Mais oui, bien Ah, sûr. Oh là là, le trio de choc. Ça va faire de la course. Ça. Et petit message intéressant dans le chat de David Noguera qui nous dit: j'invite ceux qui passent sur le stand Renault à apprécier les finitions aux places arrière sur la version exposée à plus de 30 000 €. Donc je pense qu'il va parler de la R5. Et du somptueux plastique partout sur les contreportes. Et en effet, c'est ce que tu avais vu, JB, en disant que la R4, au moins, il y avait des petits médaillons en tissu aux places arrière. C'est ça? Sur les contreportes, il y a des petits inserts en tissu qui, là aussi, ça manque sur la R5. C'était nécessaire sur la R4, on va dire. Encore une fois, parce qu'elle sera amenée à avoir plus de gens plus fréquemment aux places arrière. Donc, je parlais des prises USB, mais aussi avoir une présentation un peu plus sympa. Je pense que c'était nécessaire. Ouais. C'est vrai qu'à choisir, je préfère les ports USB quand même. Enfin, en vrai. Ah oui. Ouais, non, mais moi aussi. Moi, je veux le fonctionnel. Je veux des chevaux, des ports USB, après le design. Voilà. Ok, je crois. Non, on n'a pas fini avec Renault. Il y a un dernier truc. Allez, oui. Ça, on va très vite dessus parce qu'on le connaît déjà un peu, mais franchement, je crois que c'est la première fois qu'on le voit en public. C'est la Twingo à moins de 20 000 €. Ah, exactement. Alors, pour l'instant, ça reste aussi un concept. Ouais, oui. Mais voilà, donc si vous avez adoré la première Twingo des années 90, bonne nouvelle. En 2026, la nouvelle Twingo arrive avec une vibe vraiment de la première. Effectivement, son grand avantage, on parlait des 25 000 de la Renault 5. Là, on sera à 20 000 € hors bonus. Moins de 20 000 même. Moins de 20 000, c'est ça. Alors, ce sera peut-être 19 950, on ne sait pas. Mais toujours est-il que moins de 20 000 hors bonus 2026. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle sera produite en Europe, donc on devrait avoir droit au bonus écologique. Ah oui, c'est vrai. Slovaquie, non? Ouais, c'est de l'usine Renault à Novo Mesto, ouais, tout à fait. Trop bien. Slovénie. En Slovénie, ouais. Comme la Twingo d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc ça, probable futur gros carton. Okay. De toute façon, ça clôt le trio de ce que Renault appelle nostalgie. C'est pas tout à fait du néo-rétro, c'est pas tout à fait c'est plutôt une réinterprétation, mais vraiment moderne quand même, qu'on a vu sur la R5 bien sûr, la R4 on en a parlé, aussi sur la Twingo. Yes. Il y a vraiment un mélange des deux que je trouve qui est vraiment intéressant. C'est aussi le moyen de jouer sur des Madeleines de Proust pour des gens qui ont connu ou en vrai ou pas ces voitures-là et qui ont envie de les acheter simplement sans forcément avoir envie d'acheter une électrique, mais qui ont envie juste de cette voiture-là. Quoi. Exactement. Ils ont envie de se faire kiffer, ouais. Et surtout, en plus, il faut quand même préciser que les gens qui achètent des voitures neuves
n'ont pas 20 ans. Non, c'est vrai. La moyenne doit être à 55. Il me semble que c'est autour des choses-là. Donc, donc c'est des gens ouais. qui ont connu les R5, les 4L, tout ça. Donc, peut-être, ah, bah ouais, j'en ai vu dans mon enfance, c'est cool, je vais l'acheter, tu vois. Il y a peut-être ce truc aussi, là. Donc c'est pas forcément les gens qu'on voit dans les pubs. Non. Généralement, non. Ok, bah voilà, ça clôt la partie Renault. Donc, comme on a pu voir, Renault a frappé vraiment fort sur le mondial. Ça nous fait plaisir. Constructeur français qui existe depuis des années, et là, qui nous fait vraiment plaisir sur l'électrique. Ils nous rendent fiers. Je pense qu'on peut le dire. Nous, les Français, ils nous rendent fiers. ah oui, ouais, Yes. tout à fait. Ouais. Franchement, on pourrait porter un petit pin du drapeau là qu'on a sur l'Alpine. Ah oui, il l'assume complètement. C'est ça, parce que c'est fabriqué en France, quand Oui, même. oui, tout à fait. On précise en effet les batteries bientôt en France en 2025 par des Chinois, mais en France. Bon. Et justement, bah, c'est la transition dis toute donc. trouvée. C'est pas fait exprès. Je vais vous parler des voitures électriques chinoises qu'on a vues au mondial. On va en parler ensemble, bien évidemment. Je me suis rendu à Pékin cet été, à Shenzhen et à Shanghai là au mois de septembre. On a vu plein de voitures électriques, on a pris des claques et certaines voitures électriques qu'on a vues là-bas, qui nous ont mis des claques, et ben on les a vues au mondial parce qu'ils se lancent en Europe. Et en gros, bah là, on va un peu vous faire le top 3 des voitures électriques chinoises qui ont été exposées au mondial et qui vont être vendues en Europe. En plus, c'est pas comme s'ils exposaient juste des trucs en mode regardez ce qu'on fait en Chine, vous êtes dégoûtés, ben voilà. Non, là, c'est qu'ils vont les C'est en vendre. partie ce qu'on avait il y a 2 ans d'ailleurs. Ouais, C'est il y a des marques 2 ans, qu'on a vu il y a 2 ans qui Voilà. sont jamais venus quoi. Ouais. Ça, bah, BYD quand même est arrivé un BYD. peu et tout pour se faire connaître et en fait pour vendre assez rapidement quoi. Et donc là, je vous propose encore une transition. Merci les gars, vous me nourrissez en transition. C'est la BYD Sea Lion 07 qui est en gros la nouveauté qu'on connaissait déjà en Chine, qu'on ne connaissait absolument pas en Europe et qui va arriver justement en Europe, ouverture des commandes en octobre avec première livraison d'ici la fin de l'année. Et on va voir dans les images, c'est un genre de Tesla Model Y coupé, un genre de Peugeot 3008, un genre de... Enfin voilà, les SUV du segment D plutôt, donc 4,80 m si je reprends très rapidement mes notes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est enfin la première voiture électrique de BYD à reposer sur la nouvelle plateforme 3.0 avec la charge rapide, vraiment rapide. Parce qu'avant, la problématique, c'était la même chose que Renault, finalement. C'était le 10 à 80% en 37 minutes, je crois, sur la BYD Seal, quelque chose comme ça. Là, les gars, ils sont enfin passés aux 800 volts, ce qui nous permet d'avoir le 10 à 80% en 25 minutes. Alors, ceux qui savent un petit peu dans le chat, ou même vous savez que 25 minutes, c'est pas la folie. Oui. Genre, t'as testé la Lotus. 15 minutes, je crois, la Lotus. Mais là, le truc magique, c'est qu'elle est en 800 volts. Ouais, bah lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Et c'est ça qui est Ouais. décevant, en fait. Alors, Et moi non plus. effectivement, ouais. Quand j'ai repris mes notes, j'étais là en mode, bah les gars, 800 volts, et ils te sortent 25 minutes. Alors qu'en effet, t'as des Chinois en 800 volts qui te sortent du 10 minutes maintenant qu'on a vu. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que BYD fabrique ses propres batteries. Ah oui. Donc techniquement, on pourrait imaginer qu'ils ont vraiment une vraie connaissance et pouvoir pousser vraiment les curseurs à fond. Est-ce qu'ils Exactement. veulent pas jouer un peu conservateur d'autonomie sur le long terme ou un truc comme Franchement, ça c'est la grande question impossible à répondre parce que, en effet, ils fournissent les cellules à Tesla. Tesla te sort le 10 à 80% en 20 minutes sur le modèle Y. On a demandé à BYD, on a demandé à Tesla. Bien sûr, personne répond. Personne veut prendre la responsabilité de répondre à cette question de pourquoi, comment. On peut se dire que Tesla a peut-être 10 ans d'avance un petit peu parce que BYD fait des voitures aussi depuis une dizaine d'années en Chine. Mais Tesla, ils ont des specs très très bonnes depuis une dizaine d'années. BYD, c'est un peu moins le cas. Les voitures BYD, il y a 3-4 ans, t'avais pas forcément envie de les acheter par rapport à ce qu'on a en Europe, quoi. Alors que là, bah voilà, là, c'est la première voiture où tu regardes les specs, tu te dis, ok, pourquoi pas. Et je sais pas si on a vu en vidéo l'intérieur. L'intérieur est assez, je sais pas si sublime est le terme. Je suis rentré dedans. et... C'est cossu, je veux dire. Ouais, voilà. Ouais, Je sais pas si plutôt, chacun a un adjectif vous voulez partager pour cet intérieur. Les intérieurs BYD, moi je suis pas un grand fan. Non, je trouve mais- qu'ils ont- aimé les écrans qui tournent. Voilà. Ouais, Ah voilà, c'est ça. Ils ont vachement progressé parce que Je suis effectivement, d'accord. je me souviens il y a 2 ans la Atto 3, Ouais. l'intérieur c'était un Avec peu les cordes de bizarre, avec guitare les à la cordes de- Guitare. Ouais, bon, voilà, c'est rigolo, mais Non. ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Là, sur la Sea Lion, je trouve, enfin, moi, perso, j'ai trouvé ça vraiment plus classe, un peu tarabiscoté, Oui. mais quand même sympa, quoi. Non, tout à fait. La seule faute de goût que j'ai trouvée, moi, c'est les LED là qui sont sur le côté. Tu te demandes ce qu'ils foutent là devant le passager, quoi. Oui. T'as des genres de espèce de faux un peu écran. ce qu'on a mis. Bah merde, peut-être c'est du coup aussi. Mais ouais, un peu un faux écran en effet. Mais sinon, franchement, j'étais en mode ok, bon, pourquoi pas. Et bien sûr, le prix en Chine, c'est 25 000 €. Attention, BYD, ils sont très très gourmands en Europe, ils marchent comme des porcs et en gros on peut s'attendre à peu près 50 000, 50 000 € pour l'Europe avec une marge supplémentaire en Europe. Vraiment ils adorent les Européens, ils se font de l'argent sur nous, mais en plus il y a les douanes qui viennent d'arriver, oui. les taxes, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais on n'a pas les prix en Europe malheureusement, mais on les aura bientôt normalement. Donc ça c'était un peu, pour moi en tout cas, des voitures chinoises.
ce qui paraissait le plus costaud pour vraiment venir boxer un peu les Européens. Franchement, Surtout qu'on en voit, on en voit rouler. Oui, ouais, les styles, les berlines, là, ouais. mais ouais, voilà. On voit et les gens ont ce nom, commencent à avoir ce nom en tête. Enfin, Aussi. quand tu parles avec un chauffeur de VTC par exemple, il connaît en général. Ouais. Bah, BYD, en fait, c'était le sponsor de la Coupe du Monde de foot, mais je oui, crois. ouais, l'Euro, C'est vrai, ouais. l'Euro. C'est vrai. C'est ça. Donc, ça a peut-être aussi permis de rentrer un peu dans Ils les ont têtes. beaucoup investi pour avoir de la notoriété comme ça. Exactement. Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très intelligent dans le sens où toi, en tant que particulier, t'as pas envie d'acheter la BYD tout de suite parce que tu connais pas le recul sur le SAV, machin. Mais tu vois des VTC, tu prends un VTC, tu montes dedans. Ah, disons, voiture chinoise, c'est ça, les surpiqûres, le cuir, machin, tac. Puis 5 ans après, elle arrive en occasion, elle sort du leasing, hop, là tu l'achètes d'occasion. Je pense qu'ils ont raison de faire ça et de pas trop tirer les prix vers le bas pour pas qu'on puisse se dire que c'est cheap. Parce que clairement, je pense que c'est le comment on dit, le préjugé numéro 1 des Européens, peut-être. Ouais. Que... Oui, puis c'est pas leur positionnement, c'est Non. MG joue vraiment la carte du prix. Ouais, c'est ça. Mais BYD veut être dans le cœur du marché et pas, Tout à fait. Exactement. pas casser les prix. Ouais. Et toujours en top 3 des voitures électriques chinoises, la deuxième, moi, qui m'a bien bluffé, c'est 3 voitures, en fait, à la suite. C'est Aito. Alors, Aito, vous devez sûrement pas connaître dans le chat, ou, enfin, si vous lisez souvent sur Volté, vous connaissez, c'est sûr. C'est en gros une marque co-créée par Huawei en Chine, avec un constructeur, je ne me rappelle plus de son nom, qui est un constructeur un peu historique, qui est derrière Aito avec Huawei. Et cette marque, Aito, tu te souviens du nom? Non, je l'ai Ouais, plus. Alors c'est Ceres, et pour moi c'est Dongfeng. Ok, CRS et Dongfeng. Dongfeng, ok, Ah, d'accord. Dongfeng. par Oui, exemple. c'est vrai, donc, ils y étaient pas là cette année d'ailleurs. Ils étaient non, il y a Il y a 2 2 ans. ans. Ouais. C'était il y a 2 ans. Ok. Mais ils Ouais, avaient été pardon. d'abord distribués comme Leapmotor par un ok. distributeur du Sud-Ouest. Et, ça doit plus être le cas. Et en plus, pour le coup, c'est trop étrange parce que les CRS, je trouve, elles sont nulles en spec. Vraiment, tu sais, c'est des specs qui datent de 4-5 ans. Ouais. Alors que là, les Aito, je pense, les gars, vous êtes pas prêts. En gros, je commence par un premier chiffre, un très gros chiffre. Là, je sais pas c'est laquelle qu'on voit, mais ça doit être la Aito 5 La ou 5, ouais, c'est la 5 là qu'on voit exactement. En gros, ça c'est la moins chère qui est vendue en Chine 35 000 euros. Donc attention, il y a toujours cette histoire de taxes, d'importation, de machin. Donc faut s'attendre à 60 000 euros, un truc comme ça pour l'Europe. Celle-là, en gros, c'est un peu la concurrente de la Tesla Model Y. Elle a pas de choses vraiment hallucinantes. Vraiment, celle qui est hallucinante, c'est la Aito 9 qui est la plus grosse et c'est celle qu'on a pu tester en Chine. Et en gros, là, c'est un délire. Le prix que j'ai noté, c'est 65 000 euros en Chine. Donc pareil, ça sera plus de 100 000 lorsqu'elle sera vendue en Europe. Et en gros, là, on a 100 kWh de batterie, donc une batterie énorme, comme font un peu les Allemands, Tesla ou autres. 630 km d'autonomie CLTC. Alors attention, parce que les Chinois roulent moins vite, les autoroutes sont limitées moins rapidement, 120 km/h, et surtout ils ont beaucoup de réseaux secondaires sur lesquels ils vont pas rouler très vite. Donc eux, leur cycle, quand ils testent des voitures, eh ben, les voitures roulent forcément moins vite, ce qui leur permet d'avoir des chiffres un peu pour se faire mousser, mais les 630 km qu'on a en Chine, ce sera jamais le cas en Europe. En gros, on peut compter 550, 500... Faut retirer 10 à 12% C'est à ça. la louche pour avoir un chiffre. Donc, pour une grosse batterie comme ça, une autonomie, c'est-à-dire elle consomme. Et quand on voit le pack boxé, regardez les phares, là, on peut les voir à l'écran, on peut personnaliser les phares, soit en écrivant quelque chose au doigt, soit en mettant des icônes, un cœur, là, un joyeux anniversaire, un gâteau, enfin, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est pas le plus ouf. Le plus ouf, c'est là, ce qu'on est en train de voir, c'est le vidéoprojecteur, puisque aux places arrière, il y a un écran de 32 pouces qui permet de projeter des films, des séries, enfin, voilà. Et surtout, c'est un bras motorisé en X, c'est-à-dire que quand la voiture roule, nous, on l'a testé en Chine, il n'y a pas de souci, l'écran va pas bouger, quoi. C'est comme un écran fixe. Oui, c'est En bien fait, rigide. en fait, c'est une toile, C'est quoi. une C'est pas toile, un écran, c'est une toile avec exactement. un rétroprojecteur. Ouais. C'est une toile, C'est une mais toile. bien rigide, quoi. C'est pas Très juste rigide. maintenu en Tout bas à fait. par le poids, quoi. Tout à fait, exactement. Le système son est fou. On l'a vu, il y a un frigo qui permet, j'ai pas noté, mais d'aller genre de -5 à plus, je sais plus, 50 degrés. 50, il me semble que c'est voilà. 50, ouais. Et c'est ça. Les consommateurs chinois. C'est ça. Et donc, tu peux vraiment tout faire. Tu vis là-dedans. Voilà, on voit l'écran qui se déplie. Bref, ça, c'est un délire. Et malheureusement, la grosse déception, et on en a pu en parler avec un ingénieur de chez Aito présent sur le mondial de l'auto, c'est que Huawei refuse de venir en Europe. C'est-à-dire que C'est Aito, eux qui refusent ou c'est nous qui les refusons? c'est les deux. Ah. Je pense que c'est nous qui leur mettons des gros bâtons dans les roues et que Huawei dit bon, on va peut-être On pas la y gueule. aller parce que c'est compliqué. Je dit, je sais pas si vous avez vu, il y avait un tout petit stand au mondial Ah non. sur leur service de data center.
Ok. Et eux disent qu'ils équipent, je sais plus combien, 70-80% des constructeurs chinois en Chine, mais qui sont prêts aussi à équiper, par exemple, des constructeurs chinois qui viennent en Europe avec des data centers qui seraient, eux, localisés en Europe. Ok. Est-ce que ça va quand même passer les barrières? Ouais. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ils étaient présents pour dire ça. Ok, intéressant. Et ben justement, le rebond que je fais là-dessus, c'est que l'ingénieur qui était assis dans la voiture avec qui on a pu parler m'a dit l'OS, c'est pas Huawei. Donc normalement en Chine, le système d'exploitation est développé par Huawei, ça s'appelle HarmonyOS. On l'a testé, c'est bluffant. C'est un smartphone Android. T'envoies, tu swipes la vidéo, paf, ça passe sur l'écran baisse, t'appuies sur un bouton sur ton smartphone. Tout est vraiment connecté. Malheureusement, ça sera pas le cas. Les gars ont quand même taffé fort parce qu'ils ont refait un OS qui ressemble à HarmonyOS, mais il va manquer plein de fonctions, clairement. Et surtout, la conduite autonome qu'on a pu tester en Chine ne sera pas disponible en Europe. Il y aura juste la conduite semi-autonome de niveau 2, donc le régulateur adaptatif de vitesse et de centrage dans la voie, ce qui est déjà très bien. Mais ce qui nous avait fait halluciner, où la voiture, mais elle conduisait, j'ai jamais vécu ça, vraiment. C'était un cran au-dessus de Tesla, enfin, c'était ouf. Ouais. Bah là, on n'aura pas ça. Donc, dommage. Et avoir le prix, parce que vous voyez, c'est des matériaux qui sont hallucinants à l'intérieur. C'est très luxueux. T'as encore des surpiqûres partout, du cuir ultra épais, des sièges massants, chauffant, ventilés, enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais voilà. Donc, Mais je trouve ça quand même fou que les mecs se soient chauffés à refaire un OS. Ça, c'est long, c'est coûteux. Un OS de partant de quasiment zéro pour une voiture en Europe qui, on va pas se cacher, sera pas vraiment beaucoup vendu. Hein. Non, en plus, je pense que donc c'est quand même, ça me paraît fou, les mecs soient chauffés à partir à faire un tout nouveau truc pour, je sais pas, quelques centaines d'exemplaires par an, j'imagine. Ouais. Peut-être qu'après, ça va descendre en gamme et arriver à des modèles plus populaires et plus faciles à... Ah oui, ouais. C'est ça, notamment Ethos 5. La première brique. Ethos 5 qui aura le même système finalement et qui va mieux se vendre. Et ce qu'il faut savoir, attention, j'ai pas tout dit, c'est vrai, c'est que ces modèles existent en range extender, donc en hybride avec un moteur thermique qui est là juste en générateur pour recharger la batterie. Ça, c'est une grosse tendance. Beaucoup arrivé chez pas mal justement de ces constructeurs chinois. Exactement. Et c'est, toi qui étais en Chine, il y a ce terme ombrelle qui s'appelle New Energy Vehicles, qui comprend les voitures à batterie 100% électrique, mais aussi toutes celles qui sont hybrides rechargeables ou range extender, etc. Et eux, ils mettent ça sous le même terme. Et évidemment, c'est pas tout à fait la même chose quand tu compares les chiffres de vente, quoi. Mais de plus en plus, et ça pourrait même. Alors, il faudra voir exactement ce qui se passe avec les taxes et quels sont les critères. Justement, elles sont exclues de la taxation. Exactement. Donc, en gros, au lieu d'avoir 40% BYD, je sais plus, ça doit être 30% peut-être de taxes quand ils importent, les range extenders, pour l'instant en tout cas, n'ont aucune taxe d'importation. C'est comme s'ils importaient une voiture thermique ou hybride. C'est un cheat code carrément. Un peu, ouais. C'est pas une voiture électrique, donc si tu veux un électrique, ça répond pas forcément à ton besoin, mais en effet, ça leur permet de passer les barrières douanières un peu les doigts dans le nez, quoi. Donc, et ils en avaient d'ailleurs au mondial. Il y avait du range extender, et pas que de l'électrique, quoi. Donc ça, c'était le top 2. Yes. Et le top 3. Mais dis-nous tout. Voilà, le top 3. Alors ça, la chance de ouf, quand on était en Chine, improbable, on a rencontré un gars local, un Français expat là-bas, etc. Il nous a ouvert des portes, des usines, des showrooms, etc. Et on a vu en avant-première la Xpeng P7 Plus. On connaissait la P7, là c'est le Plus qui change tout. La voiture n'a plus rien à voir. Moi je pensais que c'était juste un peu des specs revus et tout. Non. C'est une berline énorme de plus de 5 mètres et la marque aime à dire que c'est une berline SUV entre guillemets puisque l'intérieur est hallucinant en termes d'habitabilité. On a pu rentrer, le stand était fermé, il fallait avoir un petit passe-droit pour rentrer. On l'a eu, avec nos passe-droits en Chine. Nos grands sourires. Nos grands sourires de Français. Et en gros, l'intérieur, le coffre, il fait, j'ai noté, plus de 700 litres, 720 litres pour une voiture du segment D, du coup, c'est vraiment énorme. Ça ressemble en effet à un coffre de SUV d'un modèle Y, quoi. Les places à l'arrière, aux genoux, c'est énorme. T'as une tablette, c'est une petite limousine, en fait. Ah ouais, exactement. Les places arrière, t'appuies sur un bouton et tac, tu te baisses. Je fais 1m84, ma tête touchait un petit peu sur le montant latéral quand vraiment j'étais baissé. Tu vois, fallait que je sois un peu plus... Voilà. Donc attention, je préfère monter à l'avant. C'est peut-être un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Alors je pense que oui, je pense aussi. Des beaux-parents, parce que c'est souvent, de ce que je comprends... Qui sont à l'arrière, oui, c'est exactement pour ça qu'on prend des voitures, que les voitures... depuis le début de l'automobile en Chine, on met énormément d'empattement, énormément de place à l'arrière pour bien accueillir la belle famille. Exactement. Et c'est ce que Nicolas, là, le Français en Chine, m'expliquait, parce que je lui disais, mais c'est très frustrant. Là, les voitures dont je vous ai parlé, si la BYD, elle est décevante sur la taille du coffre par rapport à la taille de la voiture. Genre, en effet, t'as peut-être 20 cm en trop au genou à l'arrière que tu pourrais avoir dans le coffre. Et nous, Européens, on aime bien partir au ski, en camping. Et les Allemands, alors eux, ils raffolent de ça. Le coffre est rempli de matos de camping. Nous aussi, un peu. Et mais
les Chinois, ils ont rien à faire parce que comme tu disais, c'est surtout pour trimballer la belle famille, c'est ce qu'ils me disaient. Et ils partent pas en vacances en fait, les gars. Ils travaillent quand même énormément, les Chinois, on va pas se mentir. Et du coup, ils font des petits week-ends et tout. Et lui, il m'expliquait, on va pas faire 1000 bornes en voiture, quoi. Tu vois, on va faire un petit week-end par-ci par-là, mais le coffre, on s'en fiche un peu. Et pour les Européens, ça peut poser problème. Ok. Il faut préciser aussi que Xpeng commercialise déjà 2 voitures électriques en France. Ah oui. Vient de lancer donc 2 C'est SUV. vrai. Et donc, normalement, j'imagine que la 3e, ce sera cette P7+. Ouais, exactement. En fait, Voilà. en France, on n'a pas de berline. En Ouais. Europe, il y a quand même la P7 qui est déjà vendue en Allemagne ou aux Pays-Bas, je sais Oui. plus, un truc comme ça, en Norvège du moins. Oui. Mais celle-là, en effet, elle devrait, j'espère, arriver en France. Le prix de vente, encore une fois, il frappe très fort. C'est 27 000 € en Chine. Ouais, Et moi, je voilà. m'attendais à du lourd, Oui. hein, ça a l'air cher quand même. En Chine, en France, on peut s'attendre à du 50 000, quoi, un Ouais. truc comme ça. Et si ça sort à 50 000, ça peut faire un petit peu mal parce que. Alors après, le reste des specs est très très correct dans le sens où la batterie fait 16 kWh et il y a 710 km d'autonomie CLTC, donc allez, on va dire 630. Donc c'est pas dégueu. C'est-à-dire que l'aérodynamisme est bon, Ça va la titiller du consommation Tesla, est quoi. bonne. Ouais, voilà. Mais ça va titiller en du Tesla, gros, exactement. en Chine, c'est les specs d'une Model S Ouais, pour le prix d'une Model 3. voilà. En gros, C'est ça, à voir exactement. si on aura la même chose en Europe, mais en tout cas en Chine, le gros du tableau, c'est ça. Ce qui est Exactement. quand même assez intéressant, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et en France, Xpeng, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se donnent les moyens, ils ont l'air en tout cas de se donner les moyens de se développer avec un vrai réseau. Exactement. En prenant des gens qui viennent de l'automobile, etc. Donc Ouais. ils veulent pas vendre en ligne, ils veulent pas jeter des voitures comme ça sur le marché en espérant que ça Ouais. vende. Ils veulent apparemment bien faire les choses et ils se positionnent vraiment haut de gamme, assez presque premium, quoi. Ah bah on n'est pas loin, ouais. Et ils ont du 800 volts, ils ont du même rapide. Donc voilà, ils ont pas mal d'arguments. Ah, il y a une strat intéressants derrière, à ouais. suivre et ils ont aussi des accords avec Volkswagen. C'est vrai. Industriel pour la Chine, mais ça veut dire qu'ils ont une pérennité, des épaules qui font que Ouais, on risque ouais. d'avoir encore un petit moment. Franchement, c'est une des marques les plus avec NIO, je pense que Xpeng c'est une des marques Tout à qui fait. me Zeekr aussi. Enfin, en gros, c'est ces 3 marques qui me d'un point de vue français qui me titillent le plus, ouais. Ah, ouais. Et sachant qu'on m'a soufflé dans l'oreillette quand j'étais chez Xpeng en Chine que l'accord concernant Volkswagen pourrait être worldwide, donc monde entier, notamment Europe, et donc peut-être voir arriver des voitures Volkswagen X Xpeng en Europe, quoi, avec la plateforme vieillissante de Volkswagen qui recharge un peu lentement, qui a pas forcément une conso de ouf et tout, ça commence à s'améliorer, et surtout l'infotainment qui est à la traîne, peut-être qu'on pourra avoir des bonnes surprises dans les mois ou années à venir. Voilà. Mais pour ça, Mystère. Volkswagen, si je dis pas de bêtises, a fait aussi un accord avec Rivian. Non, avec Rivian aux US. Ouais, Rivian, ouais. Alors c'est peut-être aussi pour le marché US, peut-être aussi Ouais. ça peut avoir des Ouais. incidences ailleurs, mais il y a aussi des histoires C'est ça. de soft et d'infodivertissement. Ça se peut, ouais. Ouais, parce que Volkswagen est quand même très très à la traîne et ils prennent beaucoup de retard et donc Ils sont pas dans la meilleure période de leur vie. non plus. Donc voilà, plein de choses à voir. Ensuite, on va passer, les amis, à une marque, comment on dit, Hongqi Hongqi. Alors, On a un en pro. Chine, on dit Hongqi. Ok. Pour avoir parlé avec eux, pour avoir eu la chance d'essayer 2 de leurs modèles. Ouh. En France, ils vont quand même plutôt essayer de placer ça comme Hongqi. Ah ouais, d'accord. Ils abandonnent. Pour essayer d'éviter toute. Voilà. D'accord, donc on dit Hongqi. Ok. Voilà. Et ils sont venus. Alors, je crois qu'ils existaient déjà en Europe. Ils étaient déjà vendus dans certains pays, peut-être Norvège ou un truc comme ça. Et là, ils arrivent avec 2 modèles peut-être plus abordables et pensés un peu plus pour l'Europe, pas du Nord, mais de chez nous, j'allais dire. Mais, En tout cas, on est loin des modèles historiques de la marque, parce qu'il faut savoir que c'est quand même la première marque chinoise. Donc c'est le groupe non, je vais pas dire de bêtises. Je sais plus. C'est la marque en fait de Canton. Chaque région a traditionnellement. GAC, historiquement, du sa coup. marque. Canton, c'est GAC, c'est tu sais, Guangguang, là, c'est Canton en Honnêtement, chinois. il y a tellement d'acronymes à 3 lettres que je suis sûr de moi, donc je vais pas dire de bêtises. Mais en tous les cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est effectivement la plus vieille marque, que c'est traditionnellement eux qui fabriquaient les voitures de l'establishment, de Deng Xiaoping et de vraiment des dignitaires qui avaient ces limousines un peu comme je sais pas, Cadillac pouvait le faire aux US. Donc il y a vraiment des modèles très emblématiques. Ils continuent d'en faire une qui était exposée sur le stand. Je sais pas si vous l'avez vu le premier jour. L'espèce de Rolls là, un truc hallucinant. démentiel, ouais. Il fait à la main, une espèce de truc incroyable qui vaut $1 million, Ouais. qui ne sera pas vendu ici, c'est pas la question. Mais ouais, c'est une marque qui a une vraie histoire, qui se démarque justement par rapport aux autres avec ça. Ils ont aussi ce SUV énorme, là aussi j'oublie le nom, SS9 ou quelque chose comme ça, qui fait très Rolls-Royce, enfin, qui ressemble beaucoup au SUV de Rolls. C'est pas sans raison puisque leur chef du design vient de chez Rolls, mais il vient aussi de Jaguar Land Rover, et même il a commené chez nous en France, chez Citroën. Allez. C'est lui qui a fait la Xara. Ok. C'est drôle. Un petit glow-up. D'accord. C'est en anglais. Et voilà, et donc effectivement, donc celle-ci, ils vont là essayer de la vendre, mais vraiment pour faire un petit peu d'image, mais surtout, comme tu disais, ils vont vendre 2 modèles, une berline et un SUV, qui démarreront à 50 et 54 000 euros courant de l'année prochaine.
et qui sont distribués par ceux qui distribuent déjà Maxus, MG à Paris, et qui étaient ceux qui étaient derrière aussi l'importation d'autres marques et qu'ils seront à nouveau à l'avenir. Donc c'est voilà. A priori fait de manière assez sérieuse. Et par contre, je sais pas si on peut avoir des images là, de la Honky, que ce soit la EHS7 et EH7, hein, je crois qu'il y a la version CSUV, l'autre c'est la berline. Voilà. En gros, à l'intérieur, on n'est pas au niveau d'un Rolls-Royce. Là, ils descendent un peu en gamme, en mode c'est du plus abordable et du coup c'est un peu plus du quotidien. On est d'accord, c'est ça, hein. Ouais, c'est même honnêtement, j'étais un tout petit peu déçu parce qu'ils se veulent très premium. Le designer dans son speech nous disait qu'il sourçait tous les matériaux en Europe, que voilà, il avait lui bien sûr son passé très prestigieux, etc. Bon, c'est bien à l'avant, pas mieux tellement que beaucoup d'autres qui sont déjà bien aussi. Enfin, je pense que vous serez peut-être d'accord pour dire que au niveau finition, au niveau qualité, chez les Chinois, on a plutôt un très bon niveau. Ah ouais, bien sûr. Mais tu vas à place arrière, par exemple, tu as vraiment des plastiques super basiques, t'as des trucs, ça, c'est pas, y a rien de ouf. Et puis surtout, c'est des voitures qui sont pas du tout prêtes, qui sont amenées rapidement. Elles n'étaient même pas avec un système de charge européen. Y a CarPlay, mais ça fonctionne, allez, 1 minute sur 2. L'autre minute étant un écran noir comme la table ici à peu près. Le ratio est pas fou. Ouais. Voilà. Donc il y a des choses qui sont encore voilà, c'est work in progress, mais les voitures, on l'espère, seront. Elles arrivent quand ? Elles arrivent l'année prochaine, je ne suis pas tout à fait sûr de la date, mais c'est incessamment sous peu en tout cas. Ok. Et sachant que ce qui est drôle, c'est que je suis allé chercher des infos tout à l'heure pour préparer un peu l'émission, et donc la charge rapide, a priori c'est ok, c'est 10 à 80% en 25 minutes, mais ils seraient en train de taffer en Chine, alors peut-être ça correspondra pas à l'Europe, sur un système d'échange de batterie. A priori la plateforme serait compatible sur ces deux. T'as des infos là-dessus toi, Nico? Il y a des choses effectivement qui se font, mais c'est pas du tout ce qui est prévu pour l'Europe. Ouais, voilà, ok. Mais ce qui permettrait, si vous connaissez pas la techno, c'est comme NIO en effet, tu peux changer la batterie en 5 minutes, voire 3 minutes même chez NIO. T'as un robot qui dévisse, qui te cale une batterie quasiment pleine et tu reprends la route, quoi. Mais bon, ça on aura pas ça en Europe a priori. En revanche, on aura 248 kW d'essai, ce qui est quand même pas mal, et ils promettent 10 à 80% en 20 minutes. Ah ok, d'accord. Franchement, c'est dans les clous. Okay, d'accord. C'est vraiment dans les clous pour des grosses batteries. Oui, parce que je crois 111 kWh la plus grosse, c'est ça sur le SUV. J'avais vu sur le EHS7 avec 600 km CLTC, ce qui est pas énorme. Encore une fois, ce qui veut dire une conso un peu. J'ai l'impression que les Chinois ils s'en foutent un peu des consos, quoi. Contrairement à nous, genre avec la Twingo, Renault qui vise un 10 kWh au 100 km, quoi. Ce qui est très peu. Là, on est plutôt sur du 20, plus de 20, je pense. C'est marrant parce que c'est quand même un super gros argument, quoi, l'efficience. Peut-être qu'ils en sont pas encore partout, là. hein. Après, t'as des berlines, on parlait de la Xpeng, la P7+, t'as des berlines qui, vraiment, un de leurs arguments, c'est vraiment un CX, donc le coefficient de pénétration dans l'air qui est hyper bas. On a 0,20, ce qui est vraiment quasiment imbattable dans toute la prod mondiale. Vraiment. Et à côté de ça, effectivement, t'as des 4x4 énormes qui consomment à fond. Donc voilà, Je me demandais, est-ce que ce serait pas un peu lié au coût de l'électricité en Chine par rapport à chez nous? Est-ce que là-bas c'est moins cher? Je crois que c'est à peu près pareil, hein. J'en ai discuté avec justement quelqu'un qui me posait la question, et quand alors eux en fait c'est très cher sur les bornes rapides, et par contre c'est pas du tout cher à domicile, quoi. Je crois que c'est moins cher que chez nous, mais par contre eux, sur les bornes rapides ils payent un petit peu cher. Il avait halluciné quand je lui disais le prix des Tesla superchargeurs. Bon, après je lui disais attention, du Ionity ou autre, c'est hors de prix par rapport à un Tesla, mais il avait halluciné. Par contre eux, le prix de l'énergie chez eux c'était peanut, quoi. Mais en batterie, j'ai les chiffres, on est à 85 kWh et 111 kWh brut, et pour la 111 kWh la plus grosse batterie, on est à 600 km WLTP. Ah, ok, d'accord. Bon, ok. Voilà. Merci. Et côté coffre, pour des voitures qui font 5 mètres, 400 litres, donc même problème. Ah ouais, c'est minuscule. 400 litres, c'est minuscule. 400 litres, c'est quoi? C'est une Mégane, quoi. Non, je vais dire une Mégane. À peu près ce niveau-là. Voilà. Bon. Mais à l'intérieur, t'as de la place pour t'allonger. Question de priorité. Et t'as beaucoup de confort. Ça, quand même, c'est le truc. Et en fait, j'ai un peu l'impression, sur tous les modèles chinois qu'on a pu essayer récemment, que c'est un peu la même chose. C'est énormément de confort. Au niveau hardware, au niveau tous les basiques sont quand même siège, vraiment là. Etc. Siège, suspension, etc. Parfois, tu te demandes même si t'as pas une suspension pilotée, voire pneumatique, parce que c'est tellement smooth, etc. Comportement, c'est pas ridicule. Mais en revanche, là où tu les attends et où ça va pas du tout, c'est tout ce qui est soft, quoi. C'est les ADAS. Ouais, les aides à la conduite, c'est l'infodivertissement, c'est la carto, c'est la navigation, c'est tout ce qui normalement devrait être la force de la Chine. C'est assez étonnant. Mais ça peut bien sûr progresser. Et en général, ça peut progresser très 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 vite. On voit BYD sur des modèles qui sont déjà sur. Exactement. Ils te font une mise à jour. Les itérations, là chez BYD encore une fois, donc qui est le numéro 1 mondial de ces fameux NEV dont on parlait, donc les voitures hybrides et électriques. Leur force de frappe est hallucinante, donc ils peuvent si mettre du doigt un problème, ça peut être réglé très rapidement. On a déjà eu des exemples.
Ils sont dans le top 10 mondial de tous les constructeurs automobiles. Ouais. Ils se battent avec Tesla pour être le numéro 1 de l'électrique, mais pas NEV, juste pur électrique. Pure électrique. Donc ils ont une force monstrueuse, quoi. Ouais. C'est vraiment un des gros players de l'industrie, quoi. C'est ça, Clairement. Par rapport à tous ceux dont on a parlé, ils se démarquent vraiment beaucoup. complètement. Mais pourtant, en Europe, pour l'instant, le chiffre de vente doit être assez faible, je pense. Oui. Et peut-être qu'ils vont se faire coiffer au poteau par un nouvel acteur. Ouh. Que moi, j'aime appeler le cheval de Troie, qui est Leapmotor, qui est un constructeur chinois, chinois, clairement, on peut Oui. pas dire le contraire, 100% chinois, qui arrive en Europe grâce à Stellantis. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Stellantis, donc si vous connaissez pas, c'est Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, enfin, Ouais. tout un tas, voilà, Ouais. tout un tas de marques historiques PCR. et bien européennes, hein, elles. Et il y a eu toi, je sais que tu es bien au courant de ce contrat, Nicolas, où en fait Stellantis a noué un contrat avec Leapmotor. On a l'impression d'extérieur que en fait c'est 50-50, mais c'est qu'ils ont créé une nouvelle entité. En fait, ça va plus loin que ça, non? C'est ça, dans le détail. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il Rapidement. y a deux choses. Stellantis a pris 20% de Leapmotor en Chine. Donc Ok, voilà, ils ont une participation d'accord. conséquente de la Ouais, marque ouais. elle-même. Et à côté de ça, mais c'est vraiment deux choses différentes, ils ont construit une joint venture ensemble à 51-49-51 pour Stellantis pour commercialiser, fabriquer, assembler des Leapmotor pour le reste du monde, hors C'est ça. du marché chinois. Ouais. Ok, reste du monde en plus, c'est Ouais. pas Reste que du l'Europe, monde, quoi. exactement. D'accord. Et c'est un accord cette exclusif. entité-là- Pardon C'est un accord exclusif aussi. C'est un accord Ils exclusif. ont mis bien sûr. 1 milliard, Stellantis a mis 1,5 milliard d'euros pour cette co-entreprise et voilà donc. Ah ok, d'accord. ouais. Ça veut dire ils ont mis encore plus dans Leapmotor Chine alors. Ils ont mis 1,5 milliard sur la table du. Bon, peut-être on rentre Je sais trop pas dans si les tu te souviens détails. de- Ouais, là, je sais Ouais, non, plus c'est pas grave. exactement C'est pas les grave. mais en tous les cas, ils ont mis beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, Je c'est voulais beaucoup juste d'argent. poser une colle. Et surtout, ça va très très vite. Alors, Leapmotor lui-même dit que ça va très vite. On était ensemble chez eux. Il y avait le patron justement de cette joint venture qui était tout le temps en train de faire ça avec ses doigts pour dire on va vite, on va vite, on va vite. Et effectivement, quoi, et l'accord date de, je crois, l'année dernière. Novembre. Voilà. Ouais. Et ils sont déjà là, ils arrivent, ils sont là. Eh ben, ils auront exactement. 80 à peu près points de vente d'ici la fin de l'année en France, dans le réseau Wow. Stellantis and You. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura des concessions, enfin il y a Incroyable. déjà d'ailleurs aujourd'hui Ouais. des concessions dans lesquelles il y a une partie du showroom qui est peut-être Citroën, une autre partie qui peut être Fiat et une autre partie qui peut être Et Leapmotor. ça, Ouais. c'est fou. Et c'est pour ça que j'appelle ça le cheval de Troie. Franchement, c'est orchestré, mais t'as le pantin là, qui se fait tenir les membres. C'est hallucinant. C'est-à-dire que la personne, tout à l'heure, on dressait le portrait robot de la personne qui achète un véhicule neuf, allez, soixantaine d'années, la Citroën, il a apprécié la CX, les suspensions hydrauliques, machin. Il arrive pour s'acheter une C4 et là qu'est-ce qu'il voit? Une Leapmotor, donc notamment il y a la T03 et il regarde le prix. La T03 c'est 19 500 je crois. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. 19 000 euros. Alors, pour l'instant, 18 900, j'ai noté. Pour l'instant, on la voit en image. Oui, en C'est une promo. toute petite. Alors, attention, là, c'est un Petite segment citadine. A, voilà, Ouais. petite citadine. concurrente de la Spring. Exactement. concurrente de la Spring, Mais de la aussi de la R5, de la Citroën C3. Ouais, voilà, l'IC3 qui est Surtout plus cher. Ouais, surtout l'IC3. Pour l'instant, on ne sait pas encore si on aura le droit au bonus écologique parce qu'elle est produite Elle est en. assemblée. Alors, Elle est assemblée. nuance. Ok. Elle est assemblée en Europe. C'est ça. En fait, c'est un truc un peu border. La voiture arrive en kit de Chine jusqu'à une usine Stellantis en Pologne. Ok. Euh, Il fait les Fiat 500. Exactement, voilà. Donc il assemble. Et en fait, le truc, c'est, on ne sait pas si pour l'Europe, parce que le bonus écologique est interdit aux voitures électriques produites en Chine. Mhm. Est-ce que le simple fait d'avoir une voiture en kit, de l'assembler, est-ce que ça permet de faire passer ça en voiture produite en Europe? Mhm. On ne sait pas. On était censé avoir la réponse il y a 2 semaines, il me Ouais, semble. du mois d'octobre, ouais. Et parce que Leapmotor voulait communiquer à fond, s'il avait le bonus, voulait communiquer à déjà fond. Ouais. Déjà, voilà, sur le mondial, parce que ce qui ferait que la Leapmotor, la T03 sera 15 000 euros, donc c'est la voiture de loin, ce serait la Hallucinant. voiture de loin la moins chère du marché. C'est qu'une Dacia Spring en vrai. Ah ouais, c'est ça. En plus, je pense que c'est mieux qu'une Dacia Spring, même Pas mal niveau de prestation. prestations, quoi. À peu près tous vraiment les niveau niveaux. prestation, Ouais. pas mal de niveaux, ça l'est. En tout cas, c'est Ouais. comportement, confort, Ouais. espace intérieur, qualité de finition, c'est On est c'est au-dessus. pas mal. Ouais, C'est pas non plus une voiture idyllique, mais Oui. c'est vraiment intéressant. c'est en ça. tout cas, comme Ouais, produit. ouais. Et en Mais plus, c'est bien. non, pardon, vas-y. Non, juste les premières voitures, les premières centaines d'exemplaires, ceux qui sont en démo déjà chez les concessionnaires, eux viennent de Chine. Exactement. Ouais. Alors ça a forcément, eux ne peuvent pas être éligibles, bien sûr. Par Ça a définition. forcément reporté dans le temps l'histoire de bonus. Ouais. Pour avoir parlé avec les gens de Leapmotor sur leur stand au mondial, tout ça c'est en cours. Ils ont eu des questions un peu supplémentaires, mais ils sont vraiment de la part de l'ADEME qui pourrait donner l'autorisation. Ah, d'accord, leur c'est ça. bénéficier Ça du prend un peu bonus. plus de temps. Ça prend plus de temps. On Ok. peut imaginer que l'ADEME n'a pas trop envie de donner un bonus tout de suite à une marque chinoise du groupe Stellantis au moment du mondial, symboliquement. Je sais pas exactement ce qu'il Ok. en est, mais en tous les cas, eux restent confiants sur le fait de l'avoir. Mm. La deuxième chose, c'est qu'il peut avoir le bonus, il pourrait aussi ne pas avoir les taxes d'importation si effectivement Exactement. ce qu'on appelle knockdown, cette construction, enfin cet assemblage sur des pièces importées, Ouais. vous rentrez dans les cases.
Ça, on ne sait pas non plus. Quoi. Parce que c'est Exactement. un cas exceptionnel pour l'instant. Quoi. Ok. Et au-delà de cette petite voiture pas chère, on a une voiture un peu plus chère qui est la C10, pardon. La Leapmotor C10, qui, elle, est vendue également, qui est produite en Chine, celle-là, c'est ça? Exactement. Et là, c'est quoi? C'est un SUV type modèle Y? Ouais, c'est ça, Renault ok. Scénic 3008, modèle Y, Ok. voilà. Et donc là, on en a pour son argent un peu plus, je sais pas, 36 400 €, segment D, donc c'est ça, type, on la voit à l'écran là. Et ça, c'est un peu décevant sur mes notes. Alors vous l'avez testé tous les deux, c'est ça? Ouais, Ok. aussi. Vous allez m'en dire un peu plus juste après. Mais moi, il y a 2 points que je voulais souligner. C'est la recharge rapide, 30 minutes pour passer de 30 à 80%. On peut imaginer à 40 minutes pour le 10 à 80%. Et la consommation théorique de près de 20 kWh au 100 km. Encore une fois, ils s'en foutent de la conso, les Chinois, on dirait. Ouais. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé en la testant, mais Alors, moi, la conso, enfin, on l'a essayé, c'était je pense que la boucle d'essai retenue était un peu pour mettre en valeur la conso. Moi, je suis arrivé à une conso assez faible, je crois, de 13 ou 14 kWh au 100. Ce qui est quand même très raisonnable. Bon, à voir, parce qu'il y avait quasiment pas d'autoroute, par exemple, sur la boucle d'essai. À voir sur un parcours vraiment beaucoup plus mixte et représentatif. Sur le chargeur aussi. C'est à 14. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, ouais, donc c'est des consos qui sont très raisonnables. Sur le chargeur, parce qu'on disait que les Chinois peuvent aller très très vite. Effectivement, le directeur de la joint venture entre Stellantis et Leapmotor avait fait le déplacement aux essais. On pouvait vraiment discuter en tête-à-tête avec lui. Il me disait, mais aucun problème. Début 2025, il y a un chargeur 120 kW qui arrive, machin. Il n'a pas voulu nous donner les temps de charge. 120 kW, c'est déjà plus dans la moyenne. au lieu de 88, je crois. Ok. 88, c'est vraiment faible. Donc c'est pour ça qu'on a des temps qui sont pas du tout concurrentiels. 120 kW, il y a moyen d'avoir des temps de charge effectivement dans les 25 minutes. Et 11 kW AC, ce qui n'est pas le cas des premières. Aussi, voilà, c'est ça. Donc sur les bornes où sur lesquelles tu te branches la nuit, tout ça, les bornes lentes, Ok. t'as 11 kW, ce qui permet d'avoir encore une fois des temps de charge qui sont beaucoup plus concurrentiels. D'accord. Pour une batterie de 70 kWh en gros. C'est ça, voilà. Ok. Donc ça va très vite. Et en plus de ces 2 modèles, ils en préparent déjà 2 autres. Alors un qui sera pour l'Europe, c'est sûr, c'est la Leapmotor B10. Ouais. Donc là, c'est un segment C type Scénic, 3008, etc. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos. Un peu plus petit peut-être. Ouais. Ok, d'accord. Mais en fait, souvent les Chinois, c'est un peu comme ce qu'a fait Skoda pendant très longtemps. Ils sont un peu à cheval entre des catégories. C'est un peu Monsieur Plus qui donne des bonus de space, de prestat en plus. Quoi. C'est vrai que leur nom, en fait, pour expliciter, le Leapmotor B et C, c'est censé être le segment C, segment B. Sauf qu'en Chine, le segment n'est pas du tout similaire à l'Europe, c'est un peu comme aux États-Unis. Et en gros, un segment C chinois, c'est un segment D européen, et un segment B chinois, c'est un segment C européen. Ok. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que les noms ne sont pas trop en phase en Europe, mais c'est pas grave. Nous, on nomme jamais une voiture avec le segment. Non. Non. La CX peut-être, la BX. Ah non, je sais pas. Non, CX c'était par rapport au coefficient. Ouais, bon, c'est pas très répandu quoi. Voilà. Et donc ça, on l'a vu, le C16 et le B10, qui est le C16, pardon, qu'on n'a pas vu, qui est un 6 places avec un écran à l'arrière. Ça, je suis pas sûr qu'on l'ait en Europe. Non, c'est. On en a discuté avec la directrice Leapmotor France, elle m'a dit ça, non. D'accord, ok. Ce qui est dommage, parce qu'il a 800 watts par exemple, le 800 volts. Ah mais oui, lui il se recharge plus rapidement, Ouais, c'est c'est ça, ça. Ok, qu'on voit à l'image là, et qui fait peut-être un peu plus haut de gamme alors, dans les specs du moins, c'est ça Voilà, c'est ça. Ok. C'est plus, en fait, c'est. Mais après, c'est un 6 places, je pense personne en Europe achète un 6 places en fait. Quoi. Pas grand monde, c'est de la marge, 5.7, mais c'est un peu plus. Mais sûr, donc, on va dire. prometteur, mais ça, normalement, on ne devrait pas l'avoir. Mais en tout cas, le B10, il arrive en 2025. On n'a aucune spec. D'accord. Il n'y a même pas d'intérieur d'ailleurs dans la voiture qui est exposée sur Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais n'oublie pas, ils vont très très vite. Ils vont très très vite. 1,5 milliard, c'est l'investissement total de Stellantis et dans Leapmotor et dans la joint venture. Ok, ça marche. C'est quand même un gros billet. C'est quand même un sacré billet, ouais. Un beau billet. Ok, on peut le dire. Okay. Et ça nous fait, merci encore une fois, mais quelle transition, mais je ne peux que rêver mieux pour les transitions, messieurs. On va passer sur les coups de cœur du mondial de Stellantis. Yes. Et JB, je te laisse un petit peu. Et je crois que le premier coup de cœur, non, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il ressemble un peu de ce qu'on a parlé chez Mobilize avec la Mobilize Duo. Et là, c'est un petit peu le concurrent, si je dis pas de bêtises. C'est le concurrent. La nouvelle Citroën Ami. Oui, donc voilà. Donc encore une fois, Stellantis, pour rappeler, donc c'est ce méga groupe, 14 marques, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, tout ça. Donc c'est un truc énorme. Et donc, on arrive sur la coqueluche des lycées privés, la Citroën Ami. Donc, pour rappel, la Citroën Ami, c'est la petite voiture sans permis électrique de Citroën, lancée en 2020. Un sacré succès, 65 000 exemplaires. Ça, on peut dire que Citroën s'est un peu laissé dépasser par ce succès. Ça s'attendait pas autant. Ouais.
Franchement, ouais. Et le problème, c'est que c'est 65 000 exemplaires de la même couleur. Voilà, c'est cette espèce de le gris-bleu un peu moche, présentation un peu austère. Donc déjà, on commence à avoir un peu ras-le-bol. En plus de ça, il y a la concurrence qui arrive. Donc il y a le Mobilage Duo chez Renault. Il y a aussi la Fiat Topolino qui a exactement la même voiture, mais en plus sexy. C'est leur faute. C'est ça. Mais quand même en plus sexy, en plus machin. Donc le côté déjà vu plus la concurrence, Citroën, fallait qu'ils réagissent. Ils ont réagi avec un restylage de la Citroën Ami. Donc, la plateforme, ça reste exactement la même. Donc, c'est 45 km/h, c'est 75 km d'autonomie. Mais on voit, en fait, la face avant, face arrière qui est toujours symétrique parce que c'est un peu le petit truc de l'Ami. C'est partie des économies aussi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un moule. Les pièces sont les mêmes. Voilà, c'est ça. C'est un moule pour l'avant, pour l'arrière, c'est moins cher, machin. Mais on a quand même une toute nouvelle tête. Alors, je sais que ça fait un peu, on en a beaucoup parlé dans la rédac. Ça divise. Il y a quelqu'un en régie qui aime pas trop. Voilà, c'est ça. Moi, à titre perso, j'aime beaucoup. Ça lui donne une petite bouille, ça lui donne plus jovial, tout ça. Moi, je préfère 1000 fois une Citroën Ami à une Ligier sans père. Enfin, Ligier avec je suis assez d'accord. C'est ce que j'allais dire. Entre-temps, effectivement, les constructeurs historiques de voitures sans permis, voilà. Ligier, Exam, etc., on passe aussi à l'électrique. Exactement. Pas forcément que des diesels qui font tac, tac, tac. Terrible. Mais bon, ils n'ont pas du tout les moyens industriels que peut avoir un constructeur automobile. Donc, ils font des choses intéressantes. Les prix ne sont pas du tout les mêmes. Exactement. Du simple au double, à peu près. L'Ami a vraiment cassé les prix. Elle est faite au Maroc aussi. Exactement. Et d'ailleurs, la Mobiles, on n'en a pas parlé, mais elle est faite en Algérie, je crois. En Algérie, c'est ça. Bon, là, c'est des voitures qui sont faites dans des endroits où la main-d'œuvre est moins chère et ce qui leur permet de tenir des prix comme ça. Et Ligier, etc., eux, ils sont faits en France avec des volumes qui sont pas les mêmes. Et c'est beaucoup plus artisanal, t'as la force de frappe, etc. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle Ami. Je pense que je préfère la nouvelle en vrai. Bon, maintenant tu mets une Fiat Topolino à côté, je prends la Topolino tous les jours de la semaine. 1000 fois. Mais est-ce que tu mets combien, plus de 1000 euros de plus? Alors les tarifs sont pas encore officiels sur la nouvelle. La nouvelle Ami, elle arrive au premier semestre 2025. Bah si on compare, ça fait quoi? Ça fait 10% de plus. Allez, je les mets. Après, surtout Fiat sont très forts en leasing. Il me semble qu'ils sont à 49 € par mois sans apport. Chose que n'arrive pas à faire Citroën pour une raison que j'ignore complètement, parce qu'encore une fois, c'est la même voiture, c'est le même service de financement. Bon, c'est étonnant. J'en sais rien. Mais en tout cas, donc ça, c'est la version de série. En parallèle, les designers se sont un petit peu lâchés avec la Ami Buggy, un petit concept qui était dans un coin du stand. Ça, j'adore. Ouais, franchement, elle est très cool. Il y en avait eu une première, hein. Pardon ? Il y en avait eu une première version. Il y en a eu deux. Il y a eu deux Citroën Ami Buggy. Alors, c'était des séries limitées. Je crois que c'était 200 exemplaires qui se sont arrachés littéralement en 5 minutes. Il n'y avait plus rien. Et donc là, on la voit. Voilà. Donc, les designers se sont fait plaisir. On voit les pneus, on voit la peinture. Il y a les portes. On peut mettre une planche de surf. Voilà. Enfin, bref. Je l'ai vu rouler 3-4 fois au Ferré. Hein. Clairement, c'est la caisse du Ferré. Alors, celle-là, elle va sortir aussi. Bah, en fait, pour l'instant, c'est un concept car. Ils disent, machin. Mais encore une fois, comme il y a déjà eu 2 versions de l'Ami Buggy en vente, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la 3e ? Moi, j'aime bien même les phares jaunes à l'avant aussi. Mais voilà, franchement, ils se sont fait plaisir, c'est cool. Franchement, c'est un petit peu fun. Voilà, on a cette immense barre de LED qui ne sert à rien, on va pas se cacher. Mais voilà, ça fait le peps, l'aventure, le outdoor. Donc voilà, c'est mignon. C'est sympa. Sachant que, donc ça, Stellantis, on va se dire, on espère qu'il n'y a pas que ça quand même en mondial, parce que ça serait un petit peu décevant. Et on passe à tout l'autre côté du spectre, qui est la Citroën C5 Aircross. Attention, concept. Voilà, on reste chez Citroën et ça fait plaisir d'avoir des nouveautés chez Citroën parce qu'ils ont quand même passé une période un peu timide, on va dire. Ils vendent pas du rêve, Citroën, voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, donc effectivement, c'est un concept. Le C5 Aircross, il est déjà commercialisé. En gros, c'est le SUV familial de Citroën. 7 places. C'est 5 7. Oh. L'actuel pour moi, oui. Il y a une bagarre. Pour moi, c'est bref. SUV familial. Et donc voilà, donc là, on a un avant-goût de la prochaine génération qui arrive là aussi en 2025. Ça reste un concept. Donc là, encore une fois, les designers se sont fait un petit peu plaisir, mais on voit par exemple la signature lumineuse qui est typique des nerfs Citroën avec les 3 points de lumière. Voilà, on n'a pas beaucoup d'infos. On sait qu'elle mesure 4,65 m. On sait aussi que ça reprend la plateforme Stella Medium, sur laquelle repose déjà par exemple le Peugeot 3008, donc on peut un peu se projeter. 5008 aussi du coup. 3008 et 5008, là, ça serait un entre-deux entre le 3008 et le 5008. C'est un peu ça, voilà. Ça ressemble pas mal au 5008 hein, quand même. L'arrière bien. L'arrière bien, c'est ça. C'est vrai que le 3008, on est sur une plateforme, un style un peu coupé. Là, et en fait, je pense que Citroën veut vraiment mettre l'accent sur les aspects pratiques, le confort, la famille, machin. Donc avoir un haillon bien plat, ça permet d'avoir un coffre plus grand.
Mais comme c'est la même plateforme, on peut se projeter. Le Peugeot 3008 va jusqu'à 700 km d'autonomie en un plein. En une recharge. Est-ce qu'on aura la même sur ce 5 Aircross de série? Réponse dans quelques mois. Et donc ça, c'est un peu plus excitant que... Ouais, c'est un concept en effet, mais je trouve Ils ont annoncé que ce serait assez proche, je crois, 95%, si je dis pas de ça se voit, c'est pas un concept délirant. Quoi, non, voilà, c'est ça. Ça reste une voiture. C'est ok. Bon, le style, il n'y a rien de révolutionnaire. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime assez bien, en vrai. Ouais, pareil. Je trouve ça Franchement, ok, c'est un peu... Tu La mets couleur est 300 aussi, je chevaux, pense, skipper, très bien. Ouais, mais pas en vert, en noir. Mais t'as raison, 5 places. Ouais, c'est ça. Ok, c'est voilà. un 5 places, d'accord. Et on continue un peu sur les concepts, mais encore une fois, qui vont très bientôt arriver en série. Ouais. Là, c'est une folie, je trouve. Toi, t'as eu la chance de le tester, franchement, je suis jaloux. Yes. C'est l'Hyper Square de Peugeot. Alors, dis-nous en plus. Mais alors là, on parle pas d'une voiture, on parle d'un volant. Alors on me dit, mais pourquoi? Enfin, un volant, c'est un peu chiant, un volant. Hein. Mais là, non, certainement pas. Voilà, c'est le machin rectangulaire qu'on voit à l'écran. Alors pour l'instant, il est sur ce concept car qui s'appelle l'Inception. Alors c'est une très belle berline qu'on ne verra jamais en série. Là, si Peugeot est formel là-dessus. La seule chose qu'on verra en série, aussi étonnant que ça puisse paraître de ce concept, c'est ça. C'est le volant. Un volant qui n'est pas rond du tout, qui est même rectangulaire avec ses 4 petits ronds. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors l'intérêt majeur de ce volant, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle le steer-by-wire, qui est sur une voiture au monde de série, c'est le fameux Tesla Cybertruck. Donc voilà, l'intérêt, pour la faire courte, le steer-by-wire, c'est il n'y a pas de liaison mécanique entre le volant et les roues. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça. En fait, il y a un calculateur qui mesure en gros l'angle du volant et qui, avec la vitesse, tout ça, calcule à quel point il faut tourner les roues. Okay. Ça devient un joystick de manette en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est un peu l'idée. En aviation, par Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ce qu'on a en aviation depuis les années 90, complètement. Voilà, donc l'avantage, là c'est moi, bonjour. L'avantage, c'est qu'il y avait un petit simulateur et ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très concret sur le bénéfice numéro 1, c'est que on ne lâche jamais les mains du volant. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir ce truc rectangulaire, c'est qu'en fait, encore une fois, à très basse vitesse, là, donc il nous faisait prendre des ronds-points et trucs comme ça, à très basse vitesse, en fait, tu fais ça, la voiture tourne. Okay. Alors que sur un volant rond, il faudrait lâcher les mains du volant, faire comme ça, machin. Là, en fait, ouais, donc en gros, de butée à butée, on a 180 degrés. En fait, on fait ça. Ok. Et ça va pas plus loin. Et tu fais demi-tour, hop, tac. Exactement, c'est ça. Ouais. Sachant qu'à plus haute vitesse, tu pourras faire en fait la même chose. Ouais. Là, le calculateur comprendra que tu n'as pas besoin de faire autant de braquer les roues. T'as pas envie de faire un demi-tour à 200 Non, sur autoroute. Bon, sur autoroute, c'est ça, faut pas faire ça. Sur autoroute, si tu fais comme ça que la voiture fait demi-tour, c'est pas très prudent, on va pas dire. Mais donc voilà, et donc on va pas se cacher, c'est un petit coup à prendre. C'est assez décontenançant de faire juste ça sur une voiture et de faire demi-tour. J'ai pu passer 10 minutes sur le volant, c'est un simulateur encore une fois, la version de série rêve en 2026. On imagine que c'est sur la 208 électrique, sans précision, sans officialisation de Peugeot, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et donc on aura, mais vraiment c'est cette forme-là. C'est fou en vrai. C'est ça qui est fou. C'est la révolution de l'automobile au-delà de l'électrique, quoi, non? Je trouve ça assez marrant, le fait que d'un côté t'as Tesla qui veulent enlever les volants, et de l'autre t'as Peugeot qui veut pas qu'on enlève les mains des volants, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, Peugeot, il reste sur ce truc de c'est le plaisir de conduite, c'est les machins. Tout oui, c'est aussi parce qu'ils veulent concentrer toutes les commandes vraiment uniquement au volant et nulle part ailleurs dans la. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est ces 4 petits cercles. En fait, sur la version de série, ce sera des raccourcis. En fait, on aura, par exemple, mettre les clignotants ou mettre le régulateur de vitesse. En fait, ce sera sur un des petits, sur un des petits cercles. Moi, j'ai eu la chance de conduire une voiture qui est équipée d'une direction steer-by-wire, mais qui est pas encore commercialisée. Lexus. Ça dure, Lexus. Oh là là. Sur la RZ. Ouais. Donc avec un genre de yoke, ça, et effectivement, c'est exactement comme tu dis, c'est assez surprenant au départ d'avoir une démultiplication énorme quand tu es à basse vitesse. C'est hyper efficace, mais c'est instinctivement très, très étrange. Il faut vraiment un temps avant de s'y habituer. Ça dépend aussi de la manière dont c'est mis au point, si c'est naturel ou pas, etc. Alors, je me demande, tu sens pas une latence quand tu tournes? Pas du tout. Non, franchement c'est pas. Très rapide, quoi. Non, vraiment, c'était agréable. Et on a pu rouler vraiment sur route, des routes de virage du sud de la France et tout. Donc, c'était vraiment intéressant pour ça. Mais c'était des
proto entre guillemets, et c'est pas encore en série, quoi. C'est ça. Donc, Je crois que c'est 2026, non, un truc comme ça, Lexus ou 2027. Ils ont repoussé quand même pas mal. Je pense que ça doit être difficile en vrai d'avoir l'algo parfait pour que la sensation soit bonne. En tout cas, le Cybertruck l'a déjà. Il y a un tout petit truc de sécurité. Ouais, de sécurité aussi, tout à fait. Absolument à 110%. Et il y a des redondances quand même. Il précise que je pense que même légalement, ils sont obligés. Bien sûr. Mais en tout cas, ouais, le Cybertruck est déjà dans les rues, aux États-Unis du moins, avec ce steer-by-wire. Tout à fait. Manifestement, les retours sont plutôt bons. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite sur la sécurité. Vous avez bien fait de souligner tout à l'heure que la NASA s'en est servi pour envoyer pour ses protos enfin bref, je trouve plus les mots. De navettes spatiales, de soucoupe volante. Et les Airbus, les Boeing, etc. long. Parce que souvent, on peut flipper en mode, mais les gars sont des zinzins. T'as genre pas de liaison mécanique entre les roues et le volant. Mais en fait, non, tu ne l'as pas. Mais a priori, c'est plus sûr grâce en effet à la redondance, à l'électronique, et t'aurais moins de chance a priori de perdre ton volant. A priori. Bon. Accessoirement, on a parlé de la R5, c'est le cas des freins sur la R5. Oui, c'est vrai, exactement. Le by-wire. C'est pas le vacuum avec la pression dans les tuyaux, avec le liquide de frein, etc., qui est actionné quand on tape sur la pédale de frein. C'est des électroniques. Ça, c'est un truc un peu nouveau sur les freins. On l'a pas dans beaucoup de voitures. Non. Okay. Beaucoup, non. Mais c'est très récent. Quelques années que Brembo montre des choses comme ça, mais plutôt comme font les équipementiers d'abord en test pour essayer de le vendre aux constructeurs, et ça arrive au fur et à mesure. Ce qui permet d'avoir une très bonne sensation de pédale, puisque tu as le freinage régénératif électronique d'une part et le freinage mécanique d'autre part. Donc ça te permet d'avoir une très bonne sensation de pédale et de gommer totalement la différence s'ils arrivent bien à faire le. S'ils arrivent bien à faire le. C'est pas encore tout à fait parfait. Oui, je suis assez d'accord. Le frein, j'ai trouvé. Enfin, je sais pas si tu te souviens, je t'avais fait la réflexion. Je trouvais un peu dur. À 200, il a écrasé la pédale. Non, mais que c'était pas simple de doser en fait. Je trouve que t'avais pas un ressenti qui te permettait de doser hyper précisément quand tu voulais juste ralentir un peu. Ouais. C'était ok, je trouve. Enfin, c'est l'une, franchement, des voitures électriques. Tu t'y fais vite. C'était assez ok quand même. Mais... Ok, donc ça c'était les 3 gros trucs que tu voulais nous parler de Citroën. Alors après, de Citroën et de Peugeot d'ailleurs. Après, on va peut-être pas rentrer dans le détail de ce qu'ils montraient parce qu'on connaît beaucoup. Donc il y avait la 408 électrique. La 408 qui devient électrique. La 408 en gros, c'est l'espèce de berline surélevée concurrente de la Model 3. Elle existait déjà depuis 2 ans en essence, en hybride. Là, il y a la version 100% électrique. Quelques petits progrès. En fait, elle est basée sur la 308, une nouvelle batterie. Elle reprend le moteur du 3008 de 210 chevaux. Bon courage. Ça casse pas des pattes. Non, ça casse pas 3 pattes à un canard. Surtout que pour le même prix, t'as quand même une Tesla Model 3. Je sais plus, t'as 400. Enfin, t'as beaucoup plus d'autonomie sur une Tesla Model 3. Et même en concurrence interne, t'as le 3008 qui coûte 1000 € plus cher, qui a quasiment 100 km d'autonomie en plus. Et qui a une carrosserie qui est quand même beaucoup plus dans les attentes actuelles des consommateurs. C'est ça. Donc bon courage pour mon ligne 408 électrique. Et donc il y avait aussi sur leur stand le 3008, 5008. On va pas les présenter, on les a testés en détail sur Frandroid et tu viens d'en parler un petit peu. IC4 qui est. Alors juste le 3008 et le 5008, ils ont une nouvelle batterie. Voilà, c'est. Mais oui, c'est vrai. C'est la nouveauté. Ils ont lancé une batterie. 700 km. Ouais, c'est ça. Avec le 3008, on arrive avec cette batterie de quasiment 100 kWh, ce qui est gigantesque. C'est clair. On peut arriver en normalisé 700 km d'autonomie, ce qui est quand même pour moi un record de mémoire sur une voiture électrique française. Ouais, je crois bien. Donc voilà, franchement c'est ça. Ouais. Donc il sera encore plus lourd. Qui sera encore plus lourd. À titre perso, j'ai déjà testé la version actuelle qui a 520 km. Je vois pas l'intérêt d'aller plus loin, mais je pense que ça peut rassurer les gens qui passent à l'électrique. 700 km, c'est comme ma voiture essence. Bon, bref, voilà. C'est ce que Tesla avec la Model 3. Aussi, ouais, c'est ça. Belle nouveauté tout de même. Et donc là, tu as parlé 3008, 5008 qui aura aussi cette batterie. Le 5008 aussi, c'est ça. Mais comme le 5008, c'est la version 7 places, donc un peu plus gros, un peu plus lourd. On est à 670 km d'autonomie, je crois, un peu comme ça. C'est très bon aussi. Qui reste, encore une fois, dans la micro-niche des voitures électriques 7 places, ça reste une proposition quand même assez convaincante. Et ensuite, Citroën IC3, petite nouveauté. Citroën, donc la C3, donc c'est la petite voiture de Citroën, qui déjà avec des tarifs quand même qui sont très raisonnables, 23 300 € hors bonus. Elle a été présentée, je crois qu'il y a quasiment un an jour pour jour. Et à sa présentation, Citroën disait, courant 2025, il y aura une version à 19 900 €. On n'avait pas de nouvelles. Et là, au détour d'une conversation mondiale, on a appris que cette finition existait toujours, qu'elle arrivera au premier semestre 2025. On a une meilleure idée. Le seul truc, c'est que pour arriver à cette baisse de prix, forcément, la batterie a trinqué, elle est plus petite. On a 200 km d'autonomie. Ok. C'est pas beaucoup. WLTP. Voilà, c'est pas beaucoup.
C'est voiture secondaire ou périurbain. Voilà, ça c'est dépend ça. des usages. Tu vas Ouais. pas partir en vacances. Voilà, c'est ça. À voir encore une fois avec les specs définitifs et les prix qui arriveront donc début 2025. Ok, bah Voilà. voilà. C'était un peu le tour d'horizon pour Stellantis. c'était Merci dense. JB. Donc, on a vu Renault, on a vu les Chinois et on a vu Stellantis. Yes. Maintenant, je vous propose, là, on a fait un peu le top de ce qu'il fallait voir au Mondial de l'Auto. Donc, comme ça, si vous voulez aller cette semaine et ce week-end, vous savez un peu vers quoi vous diriger. C'est ouvert jusqu'à dimanche. C'est ouvert jusqu'à dimanche, exactement. Et maintenant, on va passer sur une rubrique un petit peu différente. Ça va être beaucoup plus subjectif. C'est nos coups de cœur. Et je laisse lancer le jingle. Allez, on va passer sur cette rubrique que j'avais vraiment Et on a hâte. changé de plateau. On a changé de plateau. On a changé de plateau, j'adore. C'est la Naël, il est très très bon en régie. Tout à l'heure, j'ai remercié Greg, mais il faut aussi remercier Naël qui fait un taf de ouf dans la pénombre, Voilà. dans l'ombre. Oui. Et c'est hallucinant ce plateau qu'on a. Alors, Yes. bref, là maintenant les gars, c'est très simple. On va parler pendant 10 petites minutes de nos coups de cœur, sachant que vous restez avec nous puisque un peu plus tard, on va faire l'inverse. On va parler de ce qu'on considère être les flops ou un peu les trucs les plus nazes du salon qu'on Exactement. a vu. Je vais commencer très très rapidement avec toi JB. Ouais. Tu vas un peu nous présenter ton coup de cœur. Tu as à peu près 2 minutes. On va Oui. pouvoir rebondir dessus si on n'est pas d'accord. Mais toi un peu, vas-y, dis-nous pourquoi. Quel est ton coup de cœur et pourquoi? Mon petit coup de cœur, bon, encore une fois, c'est purement subjectif, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le Mobilize Duo. Alors, il y a deux raisons à ça. Le premier, c'est que je suis un fan ultime du Twizy. Quand il est sorti, j'écrivais déjà pour les voitures. Je l'ai essayé 3 fois, à tel point je l'aimais, j'étais genre, je trouvais la moindre occasion, je disais, là, faut que j'essaye un Twizy, donc voilà, je me faisais un petit kiff. Je suis très content qu'il soit de retour. Je trouve, enfin, à conduire, c'était trop drôle, le Twizy. En fait, t'es au centre, c'est super léger, la direction, enfin, c'était vraiment un vrai kiff, donc je suis trop content de revoir cette petite voiture de retour. Le deuxième truc, c'est, là, je me concentre sur la version, donc il y a la version sans permis et la version avec permis. Là, je me concentre sur la version avec permis. À titre personnel, je suis convaincu qu'une voiture légère avec une petite batterie qui monte à 80 km/h, tu vois, tu fais 160, pas même encore une fois 160 km d'autonomie, je trouve que c'est beaucoup trop. Non, mais 100, 120, c'est largement suffisant. Et je suis à titre personnel convaincu qu'il y a un vrai marché dans les années à venir sur ce genre de voiture pour le quotidien, légère, pas trop chère, fiable, accessible, qui fait le taf, pas plus. À titre personnel, ouais, je suis vraiment content d'avoir ce genre de voiture qui arrive dans nos rues. Très belle vision, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Merci. On va passer à toi, Nicolas. Tu vas nous présenter un petit peu ton coup de cœur, nous expliquer pourquoi. On va rester dans le groupe Renault. On l'a dit dès le début. C'est vraiment eux qui volent le show, comme on dit aux US, enfin stealing the show. Ouais. Et clairement, ouais, c'est difficile de regarder ailleurs. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'Alpine A390 Beta, le concept dont on a déjà parlé. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y avait beaucoup d'attentes. Alpine, traditionnellement, c'est des voitures de sport, légères. C'est un petit peu aussi ce qu'on s'était dit avec Lotus, quand voilà, Light is Ride, des petites voitures qui sont faites pour aller dans des virages très vite et pas forcément pour faire des grosses accélérations, qui sont là pour être fun. Et c'est le cas de la 110, on l'a tous aimé, et c'est pas forcément évident de transformer l'essai sur une taille au-dessus et en passant à l'électrique. Mais la 290, ça on la verra, c'est un petit peu plus facile d'arriver à quelque chose d'agile. Sur une 390, sur une voiture à vocation quand même plus familiale, c'est autre chose. La première des choses, c'est le design. Et en termes de design, je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc incroyable, c'est que c'est effectivement pas vraiment un SUV, et heureusement. Il y a vraiment rien de l'ADN à SUV. Il n'y a pas une ligne d'épaule de très haute et très horizontale. Il y a vraiment des clins d'œil effectivement à la ligne de toit de la 110, etc. Donc dans l'historique, mais c'est absolument pas non plus une voiture néo-rétro ou qui se veut une réinterprétation ou je sais pas. Enfin, c'est pas du tout tiré par les cheveux. Je trouve que ça passe vraiment de manière très naturelle. Et du coup, c'est prometteur. Et en plus, on l'a vu, il y a la partie technique qui fait qu'a priori, ça va être franchement fun et franchement rapide. C'est alléchant. Donc ouais, ça donne vraiment envie. Ça fait plaisir de voir que y a une porte qui s'ouvre pour une marque comme ça, et c'était pas forcément gagné d'avance. Et voilà. Donc et une marque française. c'est un bon avant-goût, j'espère. Et une marque française. Chouette. Ouais, ça j'ai hâte. Merci. À toi, Robin. Yes. Une fois n'est pas coutume, on va rester sur du groupe Renault et on vous jure, Renault ne nous a pas donné de consignes. On n'a pas été payé, on vous promet, mais effectivement, moi, la voiture qui m'a vraiment marqué, alors c'est malheureusement une voiture qui ne sortira jamais. Oh.
mais qui a un look exceptionnel, c'est la R17. Donc le concept de Oraito, qui est donc un designer français, et qui a fait donc un resto mode, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais donc en fait c'est la voiture originale qui a été recarrossée. Exactement. Avec un look du coup néo-rétro, hein, ça Renault ils sont bien là-dedans en ce moment. Ouais. Mais moi j'avoue que ça marche quand même vachement bien sur moi, et je suis extrêmement fan de l'esthétique de cette voiture. Je trouve que c'est tout en finesse, ça me rappelle pas mal ce que Peugeot avait fait avec la e-Legend, mais j'adorais. encore plus fin, encore plus discret, tu vois. D'accord. Et même l'intérieur, enfin voilà, l'intérieur, fou. c'est super joli. Ouais. Moi, il y a ça qui sort, je l'achète quoi. J'aime trop Day ça. One. Ça fait un peu, il y a une vibe un peu cyberpunk aussi, tu vois, que j'aime beaucoup avec les optiques et tout, les phares à l'avant qui sont jaunes. Enfin, tu sais, je sais pas, ça me fait de l'effet. J'aime beaucoup. Et la Tu couleur, revendrais ta magnifique. Topolino pour acheter ça. Ouais, oui, la Topolino elle dégage. Hein, clairement. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, quand on a reçu le communiqué de presse avec les photos, j'étais genre, ouais, bon, le resto mode, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment. J'étais Ouais. bon, une de plus. Et c'est vrai, là, on voit la R17 de base. là. Original, ouais. 71, hein, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, ouais. Et c'est vrai qu'en la voyant en mondial, c'est la première fois que je la voyais en vrai, j'ai fait, ouais. Et c'est intéressant parce que David nous dit dans le chat, les concepts chez Alpine et Renault traduisent, notamment Emblème chez Renault, traduisent un truc qui m'a interpellé, le retour de la quasi-berline. Et c'est vrai que là, c'est cool, quoi. Je trouve il y a un renouveau de. Alors, est-ce que ça va bien se vendre et tout ça, parce que les gens aiment bien le SUV, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir un peu de fraîcheur comme ça. Ça fait quoi. plaisir. C'est un bon point. Mais c'est vrai que c'est le côté crossover qui veut tout et rien dire. On mélange des genres. Mais c'est vrai que on a plus de 50% du marché en SUV aujourd'hui. Ouais. Et est-ce qu'il y a une vie après le SUV, quoi? C'est vraiment la question, quoi. C'est-à-dire, tu vois les Chinois, il n'y en a pas un qui arrive avec une voiture qui s'appelle un SUV familial, toujours dans ces, Ouais. bon, avec des berlines aussi. Mais Tiens, rendez-moi les berlines, quoi. Oui, mais sauf que ces berlines, elles se vendent pas. C'est ça, Bah le ouais, c'est problème. ça. À Ouais. part peut-être un petit peu en électrique, bon, la modèle 3, mais c'est la Y qui se vend plus. Ouais. Donc, c'est peut-être effectivement aussi la sortie d'une impasse pour ça. Et toi, Vincent? Merci de me poser la question, j'y vais. Clairement, allez, je suis désolé, on fait que de parler de beaucoup de Renault depuis tout à l'heure, mais moi, on en parlait tout à l'heure, la Twingo électrique, la future Twingo électrique, celle à moins de 20 000 euros. En fait, l'une de mes voisines, quand j'étais gamin, avec qui j'allais à l'école, sa mère avait la Twingo vert, ce vert-là, tu vois, le vert peut-être qui était par défaut, j'imagine, de série. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs de ouf, la banquette coulissante pour laisser plus ou moins de place dans le coffre ou par rapport aux genoux, enfin. Et franchement, moi j'adore le néo-rétro, tu vois, les looks, en tout cas les designs, et je trouve que là c'est réalisé avec brio, et j'espère qu'ils vont garder les petits indicateurs un peu comme sur la R5 où tu peux avoir la recharge, alors peut-être pas sur la version à moins de 20 000, mais les phares ils sont magnifiques, enfin moi c'est vraiment le coup de cœur design et aussi la vision, un peu comme ce que tu disais JB, de la petite voiture entre guillemets, bon on est sur un segment assez petit quand même, mais avec une batterie de taille modeste on imagine, du coup qui coûtera pas trop cher, qui permettra de rouler en urbain, en périurbain, voilà, et pas un gros truc de 2 tonnes parce qu'une fois l'an tu vas en vacances et que t'achètes un truc pour tout faire. Là au moins ce truc il peut tout faire sauf transporter des parpaings. Est-ce qu'on a besoin de transporter des parpaings tous les jours? Non, tu peux louer avec des un parpaing. C'est ça. Elle est vraiment trop belle. Hein. Sachant que cette Twingo était présentée en même temps que quand on a vu la R4 et la 390, Yes. il y avait le designer, donc on a pu discuter un tout petit peu, et normalement là sur le capot, les 3 petits carrés qu'on voit, ça devrait être repris, ce sera pour la climatisation. Ah ouais? Ouais, sachant que la Twingo 1, effectivement, il y avait déjà ces 3 petits pour la prises d'air. voilà, ces 3 petites prises d'air sur le capot. Ouais. Mais c'est vrai que je suis un grand fan aussi de la Twingo 1. Effectivement, ce que tu disais, l'espace à l'intérieur, c'est incroyable. Ouais. Ça, malheureusement, c'est difficile à refaire aujourd'hui parce qu'il y avait des normes de crash, etc., qui étaient pas tous les mêmes. Mais c'est vrai que tu avais à 4 Vincent. C'est ça, on peut mettre 4 rentrer, mais à l'aise. Non, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Je suis déjà rentré dedans et la voiture est toute petite vue d'extérieur. T'arrives dedans, t'es dans un espace. 50 peut-être. Pardon? 3,50 peut-être de longueur. Oh, pas plus. Sur la première Twingo, on était à 3. Et contrairement à ce que ne font pas les Chinois, il y avait une banquette coulissante. Donc tu pouvais moduler, choisir coffre ou place arrière. Cool, Ça, c'est quand même assez cool. Et Renault avait sa formule de l'époque, c'était les voitures à vivre. Ils reprennent aujourd'hui. Et je trouve qu'on est vraiment, en fait, c'est ce genre de voiture que j'aime bien, c'est qu'on sent qu'il y a l'humain qui a été pensé, tu vois. Ouais. On fait une voiture pour qu'elle soit pratique, pour que la vie de tous les jours, pour machin. Ça, c'est une vision que j'aime beaucoup. Merci JB. On va passer ensuite à une rubrique un peu sympa, mais avant ça, je vous tease celle qui est à venir après, c'est Turbonaz, c'est nos coups de gueule du salon de l'auto. Donc ça viendra dans 10 minutes à peu près. Mais d'abord, on va parler un peu, on va faire monter sur le ring 2 voitures diamétralement opposées que sont la Tesla Model 3 et la Renault 5 e-Tech électrique. Et je demande le jingle. Malcolm made
Je suis sûr que vous devez me prendre pour un fou à vouloir comparer la Tesla Model 3 à la Renault 5 e-Tech, la R5 électrique. Chez Survolté, on a un peu l'idée d'espérer qu'une voiture va bientôt venir détrôner la Tesla Model 3 dans son rôle de rapport qualité-prix en termes d'autonomie, de prix, de recharge, d'habitabilité, d'infotainment, bref, tout un tas de choses très intéressantes. Et quand on a testé la R5 électrique, on s'est pas dit, tiens, elle pourrait remplacer la Tesla Model 3, mais il y a un très grand débat au sein de la rédaction, au sein des journalistes, au sein du grand public. Je suis sûr que vous, dans le chat, vous allez vous dire la même chose, que la Renault 5, finalement, elle coûte pas 25 000 €, elle coûte plutôt 35 000 quand on l'a testée, à partir de 27 000 avec la petite batterie, et que certains préféreraient rallonger quelques milliers d'euros pour avoir une Tesla Model 3 qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de recharge rapide, beaucoup plus tout un tas de choses. Ouais. On vous a préparé, quand je dis on, c'est Naël en régie, nous a préparé Naël. Une belle création visuelle pour vous montrer les différences techniques, caractéristiques techniques entre la R5 d'un côté et la Tesla Model 3 de l'autre. L'idée, c'est pas de dire oui, la R5 peut remplacer la Tesla, c'est plus pour essayer de voir un petit peu comment Renault finalement a réussi peut-être à révolutionner le segment B de ces petites voitures où avant on avait des trucs pas très ouf et là on a des choses qui sont très sympas. Et d'un autre côté, est-ce qu'on veut rajouter des milliers d'euros pour avoir une Tesla ou pas ? Donc, je demande qu'apparaisse cette création visuelle magnifique que nous a préparé notre cher... Voilà, regardez ça. Donc là, on a un petit peu toutes les specs, on va pas revenir dessus en détail. Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer que Renault n'est pas tant largué que ça sur les specs de la R5 par rapport à la Tesla Model 3. Donc oui, la Tesla Model 3 fait mieux sur tous les segments, sauf peut-être le prix, elle est plus chère, la consommation, elle fait mieux. Elle n'a pas Apple CarPlay, Android Auto, chose que la R5 a, mais après, elle a un coffre énorme, elle a des performances hallucinantes, etc., etc. Si tu recherches la compacité, elle fait moins bien. Par contre, voilà, si tu as un garage qui fait moins de 4 mètres, tu gares pas la Tesla Model 3 qui fait 4 mètres 70 dedans. Si tu habites en plein centre-ville, la Tesla, elle braque mal, donc tu vas faire les jantes sur tous les trottoirs parce que les pneus, c'est des pneus sport, ils sont fins comme ça et la jante, elle est pas à l'abri. Donc moi, je voulais un peu lancer le débat parmi vous, messieurs, c'était un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de cette R5 par rapport à la Tesla ? Non pas d'un point de vue concurrence directe, mais un peu sur les deux segments, est-ce que ça peut se concurrencer ? Est-ce que les gens vont vraiment penser à l'une ou à l'autre ? Et est-ce que Renault a réussi à faire quelque chose de sympa avec la R5 par rapport à du Tesla ? On commence par toi, Nicolas. Alors évidemment, c'est pas une comparaison directe, on va dire, parce que c'est deux catégories vraiment de voitures différentes, mais on va pas s'arrêter là parce que sinon le débat est clos. Moi, je trouve que Renault avec la R5, ils ont réussi à faire un truc, c'est amener vraiment l'électrique sexy entre guillemets dans le segment B. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas, en tout cas sous cette forme-là jusqu'ici. Certains ont essayé très tôt ou trop cher ou différemment, mais voilà, c'est un vrai argument. Et la question, c'est peut-être aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui achètent une Model 3 parce que c'est la Tesla entre guillemets. C'est la plus abordable et voilà, mais ils cherchent pas forcément une voiture de cette taille-là et de cette catégorie-là. Donc pour ces personnes-là, pour ce type de public-là, ouais, effectivement, il y aura peut-être des questions qui se posent. Ce sera pas tous les acheteurs, mais ouais, il peut y avoir effectivement des points d'achoppement entre tout ça. Et il y a après de la nouveauté aussi, parce que la Model 3, on la voit quand même depuis un certain moment. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on en voit énormément. Et il y a aussi des gens qui ont peut-être envie de rouler autre chose, juste avant que la R5 soit partout dans la rue et que voilà, ce sera le tour de la prochaine. Et Robin, toi par exemple, tu vois, on a testé la R5 ensemble, on a testé la version à 35 000, celle toute option, on va dire. Elle a peut-être pas le toit panoramique que la Tesla, mais bref, techniquement, elle est vraiment très très costaud. Si toi, t'avais le choix, t'as le budget, c'est pas un problème, l'argent n'est pas un problème pour toi, Robin, je sais. Si t'avais le choix entre, du coup, cette R5 à 35 000 € et la Tesla Model 3, qui sort en version propulsion à 39 990 €, si je dis pas de bêtises, tu ferais quoi et pourquoi ? Honnêtement, c'est pas évident parce qu'effectivement, ça dépend vachement de si on cherche un truc plutôt petit, plutôt compact, facile à garer, etc., ou une grosse berline. Moi, j'avoue que dans mon cas, j'habite pas en région proche parisienne, donc j'ai de la place pour me garer, j'ai des grandes routes et tout, il y a pas de problème. Donc moi, ce serait la Tesla en vrai, parce que je trouve que t'as quand même une prestation qui est supérieure, notamment au niveau des aides à la conduite, le maintien dans la voie, je trouve, marche mieux que côté Renault. Il y a quand même pas mal d'équipements en plus, tout le côté connecté avec ton smartphone, t'as plus besoin des clés, l'application qui te permet de lancer la clim, etc. Machin. Bon, je sais qu'il y a une partie de ces choses-là qu'on peut faire avec la Renault, il y a une application aussi, mais quand même, ça va quand même nettement plus loin avec la Tesla. Et je trouve que la Tesla, c'est vraiment c'est un peu l'iPhone de la voiture. Ça fait un peu snob de dire ça, mais c'est un peu l'iPhone de la voiture dans le sens, il cherche à
révolutionner plein de trucs. Alors il y a des trucs où il y a des aspects où ça marche bien, d'autres où tu te dis bon là calmez-vous un peu. Notamment le manque de boutons physiques dans l'habitacle, je trouve que c'est un petit peu too much. Enfin, j'aimerais bien un petit truc pour régler la clim par exemple. Mais voilà, pour moi c'est une voiture qui marque une vraie rupture, la Model 3. Et je pense honnêtement qu'on s'en souviendra longtemps de la Model 3, qu'elle va vraiment marquer l'histoire de l'automobile. Voilà. Et toi, JB, pas forcément la même question. Enfin, dis ce que tu penses, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis, Robin. JB, est-ce que tu penses que la R5 va marquer à sa manière l'histoire de l'automobile, un peu comme la Tesla Model 3 a pu le faire Pas dans l'intensité, pas autant que la Model 3, parce qu'effectivement, ça a fait bouger énormément de choses. Déjà, la Model S, qui était la première Tesla de grande série, pour moi, a vraiment changé le cours de l'histoire. Enfin, vraiment, à premier degré. La Model 3, effectivement, a permis d'avoir quelque chose de beaucoup plus accessible. Et la Model 3, c'est une voiture qui est excellente. La synthèse, elle est remarquable. Je n'arrive pas à comprendre la comparaison. Je sais que c'est un débat qu'on a souvent tous les deux quand on fait les essais, quand on essaie. Alors certes, il y a quelques milliers d'euros d'écart. Mais c'est tout, tu vois. Enfin, c'est ce que tu disais, tu vois. Je sais pas combien t'as de dizaines, je crois t'as 40 ou 50 cm de plus sur la Model 3. Exact. Ça braque pas bien. Plus 80, je crois. 80, voilà, ça braque pas bien. C'est gros, c'est machin. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes besoins. Je suis content que y ait de plus en plus d'offres de la voiture électrique qui puissent répondre à tous les besoins, toutes les demandes. Effectivement, la R5 pourra marquer en France, probablement en Europe, ce truc de c'est une voiture électrique coup de cœur. On n'en a pas beaucoup des voitures électriques coup de cœur. Franchement, tu la vois dans la rue. Enfin, vous me disiez, moi j'adore. Même quand vous l'avez essayé, les passants, ils faisaient des comme ça, ils nous arrêtaient, la fenêtre, il fallait ouvrir la fenêtre. Jusqu'à ce qu'on leur dise que c'était électrique. Après c'était Mais voilà, et donc ce genre de voiture aussi émotionnelle, de voiture, c'est rare. Pour moi, c'est trop cool, surtout que la synthèse, encore une fois, vous l'avez essayé, la voiture manifestement a l'air excellente. Je suis content qu'il y ait ces deux trucs. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse les comparer. C'est effectivement, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur Twitter en disant la R5 elle est chère pour 3000 € de plus à la Model 3. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent vraiment, mais là en fait pour à peine plus, j'ai un truc qui offre des prestations meilleures. Ok, c'est plus grand, mais je l'accepte. Mais c'est pas les mêmes besoins. Enfin, tu vois, je suis peut-être un peu trop rationnel, les petits carrés, les petites cases, machin. C'est juste que Tesla a révolutionné l'industrie de l'auto là-dessus. En fait, c'est qu'avant, c'était quoi? Tu veux quoi? Une 208, une 308, une 408. Après, t'allais voir la concurrence si tu te fixais là. Alors qu'en fait, Tesla, c'est en mode, ok, t'as combien de budget? Très bien. Regarde ce que t'as pour la Tesla ou pour la R5. Ah oui, d'accord. Bon, j'en ai peut-être plus pour mon argent pour la Tesla. Vas-y, je pars là-dessus. Et ça, en effet, je pense beaucoup de gens se posent cette question, mais peut-être plus les jeunes générations. Peut-être qu'en effet, des gens les acheteurs neufs qui sont plutôt une soixantaine d'années, peut-être réfléchissent plus en termes de segment. En mode, non, je vais pas acheter un truc qui fait 4,80 m, j'en ai pas besoin, ça prend mal, ça va. Mais bon, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que d'un côté c'est pas comparable, mais d'un autre côté c'est comparable. Le simple fait qu'on en parle, qu'on fasse un débat, c'est qu'il y a un sujet, tu vois. Ce qui est aussi, c'est que je sais pas, une 308, une Golf, c'était à peu près au même niveau de prix. Là, c'est Tesla qui a tellement baissé ses prix qu'on arrive à un niveau qui rattrape des catégories d'en dessous. Et du coup, le problème, c'est que même si la R5 effectivement à 28 000, c'est un prix raisonnable par rapport à ce qu'elle offre, en fait, quand tu la compares à la Model 3, tu dis ah ouais, en fait ils se font pas chier Renault là, c'est cher quand même pour une petite voiture. Et c'est ce que tout le monde dit. Exact. C'est la question que David, très très bonne question David, merci de faire vivre ce chat et merci à tout le monde d'ailleurs qui participe. Je regarde ça. La question, est-ce que c'est finalement la R5 n'est-elle pas trop chère, je rebondis sur un truc, c'est que Renault ils s'en mettent pas plein les fouilles. En termes de marge sur les voitures tout court d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont à 4-5%, enfin un truc comme ça, c'est pas du tout délirant. Tesla était à 20% il y a encore 2 ans, donc on pouvait se dire Tesla s'en mettait plein les fouilles et ils arrivaient à produire des voitures assez abordables. On rappelle qu'elle est made in France quand même, la R5. Oui, c'est ça, il y a des parties pris de Renault, c'est made in France. Exactement. Ça, c'est un truc sur la balance aussi, c'est est-ce que j'achète une voiture française, une marque française made in France, ou est-ce que j'achète une voiture Tesla de Monsieur Musk qui change un tout petit peu certains trucs dans son comportement radicalement, tu veux dire. Voilà. Et puis fabriqué en Chine. Et voilà, et qui est fabriqué en Chine. Exactement. Un peu plus cracra la Tesla. Exactement. Merci messieurs pour cet avis. N'hésitez pas dans le chat également si vous avez un avis sur cette question. Je vois que ça débat pas mal et que Tesla revient souvent en mode non, mais bien sûr on achète la Tesla et la R5 est trop chère pour ce que c'est. Mais en effet c'est pas les mêmes besoins et ça dépend.
où on veut donner son argent. Est-ce que c'est la 5 qui est trop cher pour ce que c'est ou est-ce que c'est la Tesla qui est pas assez chère pour ce que c'est? Aussi. Exactement. Vraie question. Exactement. Faut pas dire que c'est pas assez cher. Hein. Non, c'est entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. Non, mais ça montre par comment rapport ils ont aux autres- réussi à révolutionner le secteur, quoi, avec des Complètement. méthodes de production qui permettent de réduire les coûts. Ouais. Et après, on va pas se mentir, on était en Chine plusieurs fois là. Quand on voit comment ça tape dans les usines, les temps de travail, les temps de pause, les shifts qu'ils ont du lundi au samedi, etc. En France, tu sais que les syndicats sont là pour protéger un petit peu plus le travailleur, avoir une vie sociale à côté du travail. Et en Chine, il y a clairement des questions qui se posent en mode ok, est-ce que j'aimerais travailler en Chine? Non. Voilà. Voilà, ça c'était pour un peu la battle, on va dire, le faire monter sur le ring de un poids plume et je sais pas comment on dit, un poids lourd, un poids outsider. un poids coq. Et maintenant, on va passer sur la rubrique. J'avais vraiment hâte de partir là-dessus. Je sens que ça va partir en steak. C'est Turbonaz et je demande le jingle. Bon, on va passer un peu de temps. Ça va être très simple, mais ça risque de saigner là-dedans. Gros débat à venir. C'est les pires idées ou les pires produits qu'on a pu voir au mondial de l'auto. Donc là, depuis tout à l'heure, on brosse un portrait très idyllique avec des belles nouveautés à venir en France avec Renault, Stellantis, les voitures électriques chinoises. Mais j'ai demandé à chacun d'entre vous de me préparer un petit peu. C'était quoi la pire chose que vous ayez vue au mondial de l'auto? Et on va commencer par toi, JB. Tu nous as trouvé un spécimen qui est hallucinant, mais c'est une voiture qui est vendue en Europe. Exactement. Alors, ça s'appelle la M-Hero 1. Vous n'en avez pas entendu parler? Non. C'est normal. C'est une M-Hero, c'est une sous-marque de Dongfeng, qui est un gros groupe chinois. Dongfeng n'était pas présent au mondial. En fait, c'est le Crédit Agricole sur son stand qui en a amené un. Le M-Hero 1, c'est un peu tout ce que je déteste, ce que je hais sur une voiture, et encore plus sur une voiture électrique. Je ne sais pas si on aura les images, mais en gros, c'est une 4x4 immense. Voilà, c'est ça. Donc, on a des lignes qui sont fines, hein, qui sont délicates, c'est élégant, c'est raffiné, c'est 5 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres de haut. Je vous laisserai faire votre avis. Je précise que c'est du second degré au cas où. Ouais, c'est ça. Voilà, bref. Je trouve ça extrêmement laid. C'est 1088 chevaux. Waouh, ah oui. Voilà, c'est une batterie de 142 kWh, ce qui est complètement démesuré. Déjà, arriver à 100 kWh, c'est immense. Alors, 142, bref. On pourrait s'attendre avec une batterie tellement grosse qu'on a une autonomie incroyable. On a 450 km. 450 km, c'est une autonomie qu'on a avec une batterie de 60 kWh à peu près. Là, on en a 142. Vache. Voilà, donc à l'intérieur, c'est plein d'écrans, c'est vraiment... Enfin, ils mettent tout. Ok. Ça pèse combien? Ça pèse 3 tonnes 4. Oh là là. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, c'est chaud. c'est... Et ça, c'est vendu en Suisse, non? C'est vendu en Suisse, ok, voilà. C'est d'accord. vendu en Suisse, plus de 150 000 euros. Oh wow. Enfin, l'équivalent, parce qu'évidemment, l'équivalent de 150 000 euros. Le dernier truc, c'est la charge. On pourrait s'attendre que pour 150 000 euros, on ait vraiment les derniers gadgets, une charge en 10 minutes, machin. Pas du tout. On passe de 30 à 80% en 47 minutes. Oh la vache, ah oui, il faut pas être pressé en plus, quoi. Donc voilà, déjà, on parlait de la Renault 5, on est, oh là là, 30 minutes, c'est beaucoup. Là, on est à 47 minutes. Enfin, c'est... Et Il y a rien qui va. quelqu'un nous demande si c'est la voiture qui peut aller sur l'eau. Alors non, Non. il confond avec la Yangyang Yangyang 8, tiens, Ouais, c'est ça. qui en effet peut aller sur l'eau, et ils ont coupé l'herbe sous le pied à Elon Musk, qui voulait que le Cybertruck flotte sur l'eau. Ouais. Voilà, c'est la première voiture électrique, la première voiture tout court, peut-être, qui n'est pas amphibie en fait. Oui, Une c'est ça. voiture Voilà. classique Ouais. qui va sur l'eau, quoi. Voilà. Et donc, voilà, donc Qui est ce pas plus M- légère d'ailleurs. Non, oui, c'est ça. C'est pas, ouais, on est aux 3 tonnes. Dans les mêmes eaux. C'est ça. Donc voilà, Ok. M-Hero 1, c'est D'accord. mon Turbonaz. Ok, très bien, merci JB. Robin, toi, t'as Yes. une petite spéciale. Bah ouais, voilà. C'est pas un produit. Je vais pas vous parler d'une voiture. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que j'ai été impressionné par le stand Renault, voilà, qui était magnifique, immense. Ils ont vraiment fait du taf sur la décoration, les couleurs et tout. Et à l'opposé total de ça, il y a le stand Tesla. Alors le stand Tesla, franchement, honnêtement, quand je suis arrivé dessus, j'ai même pas compris que c'était un stand. En fait, je me suis dit, c'est juste des gens, ils sont garés là. Bon. Voilà. Alors ok, il y avait le Cybertruck, ça c'était assez impressionnant de le voir en vrai parce que le truc est immense, encore plus gros que ce que je pensais. Je savais qu'il était gros, mais vraiment c'est encore plus gros que ce que je pensais. Et en fait, bah voilà, pour le reste, il y avait pas de lumière, il y avait pas de sol. Enfin, Ouais. c'était juste le sol du salon. C'est à du même le hangar, sol, quoi. ouais.
du hall. Quelques des petites barrières autour, voilà, mais c'est tout. Hein, c'est vraiment minimum syndical. Et alors je me demande pourquoi, en fait. Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de faire dans le minimalisme ? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas besoin, ils sont hype et tout, ils s'en foutent, machin. Je ne sais pas. Bah, y a une Ou partie est-ce de que la c'est parce réponse- qu'ils ont plus d'argent ? Alors, c'est pas qu'ils ont plus d'argent, c'est qu'ils ont pas de budget com. Hein. Ok. Ça, c'est une vraie volonté d'Elon Musk de pas mettre de l'argent dans la pub, quoi. Ok. Et donc ça, c'est de la pub, clairement. Donc, Ouais. je pense que les gars, ils sont venus avec des ficelles et voilà, quoi. Mais moi, honnêtement, je vois ça, je trouve que ça fait vraiment de la peine à côté des autres stands. Limite, c'est un peu honteux. Si c'est pour faire ça, viens pas en fait. Enfin, Ah ouais, non, mais je sais pas, ouh, faut pas. le coup de gueule va très très loin. c'était vraiment pas beau quoi. Ça m'a pas donné envie d'aller dessus quoi. J'ai juste fait le Cybertruck et c'est tout quoi. Mais ils ont été annoncés en dernière minute, enfin quelques semaines avant l'ouverture, donc on imaginait qu'il n'y avait pas tout à fait le temps de construire un stand et que ça Ok. n'était pas décidé comme ça. Ok. Ouais, un peu décevant quoi. Ben, merci Robin. Et toi, Nicolas, tu as vu un petit truc qui t'a déplu. J'ai vu quelques trucs qui m'ont déplu, mais celui-ci en particulier, je comprends pas en fait. C'est une des marques dont on n'a pas parlé quand on a parlé des Chinois tout à l'heure, qui s'appelle Skyworth, qui vient de l'univers de la télé et de l'électronique grand public, ou différents, enfin, comme beaucoup de marques chinoises très puissantes dans la tech, qui fait de l'automobile donc, mais qui vient avec un modèle qui s'appelle le modèle K. C'est toujours très très simple les noms des voitures chinoises. Jusque-là tout va bien, c'est un SUV, bon, bien sûr, avec une batterie de 86 kWh, ok, 489 km de WLTP, ce qui est pas mal. Jusqu'ici tout va bien, mais ils m'ont parlé de recharge, il faut 45 minutes pour aller de 20 à 70%. Ah oui, d'accord. Donc, elle Et est alors une heure. là, il y a un truc que je comprends plus. Je veux dire, on est parmi 1000 concurrentes qui déboulent. Enfin, il y avait 9 marques chinoises versus 11 marques européennes quand même au mondial de l'auto. Ils viennent avec une voiture qui est absolument pas concurrentielle, 80 kW de puissance de charge. Ok. Sur un SUV familial. Je ne comprends pas, qui vaut 40 000 euros, donc concurrentiel, mais pas non plus ouf. On parlait du prix de la modèle 3, voilà, c'est exactement en face. C'est pas la même voiture, mais c'est pas grave, on n'est pas assez près dans les comparaisons étranges. Et puis en termes de design, on pourrait se dire, au moins, on peut avoir un coup de cœur. Alors, c'est subjectif. Chacun fait ce qu'il veut, mais on pense ce qu'il veut. Mais alors, franchement, je sais pas si on l'a vu à l'image, mais c'est, on a l'impression qu'il a 10 ans. Ah ouais. Ouais, Alors que vraiment, justement, les Chinois, on peut ne pas leur trouver de personnalité, mais globalement, il y a un niveau de design, de raffinement, de jeu avec les éclairages, etc., qui est assez élevé. Donc voilà. Ils arrivent avec une voiture qui est déjà, qui me semble un peu mortenée concurrentiellement sans sur intérêt le marché étrange, aujourd'hui. Alors des charges quand même, ils avaient aussi une berline qui s'appelle Skyhome avec des portes antagonistes, hyper modernes, hyper futuristes et tout, qui est pas un concept contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui est assez étonnant. Non, la berline, c'est pas un concept. C'est pas un concept. Ah bah voilà, j'apprends quelque chose. Alors, est-ce que ça se fera vraiment, est-ce qu'elle arrivera vraiment, l'histoire le dira, mais en tous les cas, voilà, ils sont capables de faire d'autres choses, quoi. Ok, Voilà. bon à savoir. Et c'est celle qu'on voit là, non? C'est celle qu'on voit, voilà. C'est celle qu'on voit maintenant. Ok. Ouais. Moi j'étais persuadé que c'était un concept, vraiment. Bon, à voir s'ils la produisent en série, en grande série, du moins, mais ok. Est-ce que tu arrives à lire ce qui est à l'écran? C'est vrai qu'elle avait plutôt de la gueule celle-là. Hein. Franchement, mais même tu vois Ouais. l'intérieur, c'est Ouais. fou quoi. T'as des écrans partout, t'as des machins, c'est hyper futuriste. Mais la réalité, ça c'est dans les rêves et dans la réalité, t'as le modèle K. Voilà, c'est ça. Et David nous disait dans le chat, David Noguera, donc qui est journaliste, qui a écrit quelques papiers pour nous, que la réponse officielle de Tesla, je sais pas si c'est second degré ou pas, c'est que ce sont nos voitures qui assurent le show. Et peut-être, c'est bien le. C'est une réponse Tesla, en vrai. C'est bien le style de Tesla. Oui, c'est pas faux. Ils sont mignons. Ouais. En effet, tu vois le Cybertruck, t'es attiré, c'est un aimant. Ah T'as oui, pas oui. besoin de couleurs. Et en fait, j'ai rien vu d'autre. Ouais, C'est ça qui s'est passé. On a vu les 2 sièges supplémentaires de la modèle Y qui est présenté en exclusivité. Ah, il y avait il y avait un lancement officiel Tesla, j'ai voilà, pas le modèle exactement. Y Avec cette cette place. place. Ouais. Et j'ai failli le louper, hein, en vrai. Ouais. J'allais partir et la RP me dit, attends, t'as vu l'exclu? Et tu sais, je regarde, la modèle Y. Ouais, mais t'as vu les sièges? Oh, ok. Ouais. Est-ce que tu as poussé le vis jusqu'à monter Ouais, je me suis installé. Je me suis installé à bord. C'est chaud, hein. C'est chaud. Alors, en plus, je fais 1m84. Est-ce qu'ils ont fermé le haillon? Non, j'ai eu peur. Et je lui ai dit, et le RPTSA me dit, moi, je suis quasiment aussi grand que toi. En effet, il doit faire quasiment la même taille. Et en fait, vu que c'est creusé au niveau du pare-brise arrière, là, enfin, de la lunette arrière, a priori, c'est ok, mais j'aimerais pas avoir un choc ou un dodan où tu sais, hop, comme ça, parce que je me clac, hop, ça te rappelle à l'ordre, quoi. Mais bon, c'est plus pour les enfants ou les petits adultes, quoi. Oui, c'est ça. Ils le disent eux-mêmes, c'est vraiment pour en secours pour des petits trajets, quoi. Mais c'est bien, ça. David nous demande s'il a le droit de nous donner son coup de cœur. Ah bah oui, allez-y. Et vous, dans le chat, tout le monde, hein, donnez-moi votre coup de cœur, hein, ou votre coup de gueule. Je crois qu'il parle du concept japonais THK. Ah ouais, d'accord, ok. Il y avait une marque japonaise. Enfin, un équipementier japonais, parce qu'aucune des marques japonaises, quand même, n'était présente. Ouais, C'est vrai. Fou, ça. Pas Toyota, Honda, pas Toyota, Nissan, Lexus, ouais. tout ce que Ouais. vous voulez, Ok. personne. Vous voulez mon avis, les gars, ou pas? Mais oui, je t'en prie. Bon, allez. Mais moi, vous savez, je pars en guerre parfois contre certaines choses qui m'horripilent.
Et s'il y a bien quelque chose qui m'énerve en ce moment, c'est l'hydrogène. Ah ouais. Et Ah là là. Renault est arrivé avec un concept à hydrogène, alors que je trouve magnifique. Le Renault emblème, c'est clairement mon style, une belle berline comme ça, etc. Je lis les specs, je vois batterie de 40 kWh. Bon, écoute, pourquoi pas, petite batterie. Et là, oh, pile à combustible, hydrogène. Et là, non. Et pourquoi non? Mais je vais vous expliquer. Parce que ce n'est pas le futur, Parce que c'est déjà le passé. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que, alors, vous irez voir sur Frandroid, on a fait beaucoup d'articles sur l'hydrogène. C'est très technique, mais très pragmatique. Ce que je vais dire, c'est que une voiture à hydrogène consomme à peu près 3 fois plus d'énergie pour parcourir la même distance qu'une voiture électrique. Tout ça à cause de l'hydrogène qui doit être stocké, qui doit être produit et qui doit être converti ensuite en électricité. Il y a beaucoup plus Pour de faire- pertes. Voilà, il y a le beaucoup rendement, de pertes parce que dans le process, il y a beaucoup d'étapes différentes dans lesquelles on perd des choses. Et en effet, le rendement, c'est autour de 25%, tout compris. Ah oui, vraiment, c'est pas bon, mais tout compris, c'est-à-dire vraiment la création de l'énergie, le stockage, etc. Pour une voiture électrique, on a 75% à peu près, tout compris. Le moteur, c'est 95%, mais il faut vraiment tout Ah, c'est prendre en impressionnant compte. la différence. quand Voilà, même. c'est 3 fois plus en gros. Donc, c'est pour ça que je dis non, puisqu'ils nous disent, mais on va pouvoir parcourir 1000 km avec cette belle berline, puisqu'il y aura une petite batterie de 40 kWh, qui est déjà une belle batterie quand même, puis ensuite un gros réservoir de quelques kilos d'hydrogène pour prendre le relais. Et moi, je dis non, sortez cette voiture, oui, mais avec une batterie, elle est de 60 kWh et ça suffit. Et puis, j'ai un peu l'impression que l'autonomie, c'est même pas un vrai argument, parce que j'en sais rien, je connais pas 36 voitures, mais la Toyota Mirai, je crois que c'est d'hydrogène, Ouais. et Ouais, c'est bien un peu une merguez quand même. Hein. Ouais, en ça plus- fait 400 bornes, quoi, donc... En fait, l'argument, c'est que tu la recharges en 5 minutes, quoi. Après, il faut pas Ouais, il faut que juste tu- trouver la station, Voilà, c'est juste alors, ça le il faut problème. trouver la station, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit pleine, enfin, ou qu'elle soit pas vide, et que le pistolet ne gèle pas à cause de l'hydrogène, justement. Et ça arrive souvent, quoi. Les VTC qui disent, j'étais obligé d'attendre, etc. Ah la vache. Bon, Moi, bref. j'ai perdu un doigt, voilà. Non, mais l'hydrogène, il y a surtout de l'avenir pour les transports lourds, pour Oui, les camions, voilà. pour les Pour les même usines, trains, les pour, bateaux, ouais, les pour usines, différents- les bateaux, ouais. pour créer de l'acier, exactement. Faut pas perdre son temps, selon moi, en tout cas, pas selon moi d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Musk, c'est le patron de MAN, les camions MAN, là, enfin, tout un tas d'acteurs qui le disent. Puis il y a énormément de scientifiques aussi. Il y a énormément Oui, bien sûr. d'études, machin, Bien qui sûr. disent bah, C'est pas juste un avis, quoi. Voilà, Parce c'est que ça. Jean Covici n'est pas trop pour l'hydrogène non plus. je Non, non, Ah, Jean-Marc. Ouais, personne. Et donc David nous dit c'est la MG Cyberster, son peut-être coup de cœur. dans le. Ouais, mais c'est vrai Ah. que c'est sympa le Cyberster. On peut pas le montrer parce qu'on l'avait pas prévu, mais Il un, est pas- un beau coupé ouais. de MG. Un peu J'ai envie de dire, il est pas, cher, il est pas tout récent, donc Non. je l'ai pas, j'y ai pas pensé. Enfin, j'ai pas pensé Non. à le dire, mais effectivement, moi, j'adore. On l'a vu en Chine, on l'a vu à Genève. C'est vraiment une super petite voiture. Voilà. Yo. Bah, après, c'est Pas si petite, Non, ouais. non, Non, pas il si est quand même petite, grand, ouais. lourd et cher. C'est vrai. Boum, allez. Mais bon, c'est sympa, un Mais c'est cabriolet, sympa. Et il y voilà. a- effectivement, il n'y en a C'est le seul, quoi. pas aujourd'hui, pas encore. Franchement, bah en fait, t'as Il y la a eu des- Maserati Gran Turismo Ah ouais. cabriolet, mais qui vaut 250 000 Il y a euros. Polestar qui a montré quelque chose. Ah mais qui oui, est pas- C'est un concept. qui est pas Tout à encore fait, là. très belle, ouais. Ça Ouais. sort ça. Le 5 ou 6, je ne sais plus. Mais il y aura des choses. Et c'est vrai que, de manière générale, un cabriolet en électrique, enfin, comme décapotable, c'est pas bien, quoi. Bah ouais, ouais. C'est quand même plutôt C'est sympa. très cool. Franchement, Je me rappelle qu'on a eu les cabriolets diesel, quand même. on a eu les 206, les Peugeot 206 en diesel, ouais, c'est vrai. Belle histoire, ça. Enfin, Ah là là. On a des belles voitures en France. Mais oui. historiquement, là. Je dis pas que la, La 206, belle c'est voiture, diesel. Bah, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Bah Écoutez, ouais, je crois aussi. on a vraiment parlé de beaucoup de sujets. J'espère que dans le chat, ça vous aura plu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup eu de messages. Merci beaucoup Ouais. de nous suivre. Franchement, c'était un régal, nous, de débattre entre nous, mais un peu de voir aussi, vous, votre avis. N'hésitez pas, d'ailleurs, hein, si vous avez d'autres choses à nous dire pour les prochaines émissions, puisque pour rappel, Survolté, c'est une émission qui a lieu toutes les 2 semaines. La prochaine fois, dans 2 semaines, ce sera peut-être une spéciale vélo. On ne sait pas encore, ou ce sera peut-être de la voiture et du vélo, puisque là, on a fait spécial mondial, donc c'était forcément spécial voiture. Mais bien sûr, on traite également d'énergie avec les panneaux solaires, les batteries, les vélos, les trottinettes, bref, tout un tas de choses, les scooters, les motos. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez bien aimé. Nicolas, c'était un plaisir aussi, toi, de faire ton apparition dans Je ne regrette Survolté. Yes. J'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Merci. Voilà, Robin, j'espère que tu as bien kiffé débattre. Trop cool. Voilà, très bien. JB aussi. Ok. Écoute, bah merci en tout cas Vincent pour ton rôle d'hôte. Mais écoutez, avec plaisir. Et écoutez, on vous dit à dans 2 semaines. N'oubliez Yes. pas également que la semaine prochaine, c'est Unlock. Donc là, c'est l'émission tech qui est dédiée à tout ce qui est tech, donc pas forcément mobilité. Et en fait, on s'échange. Une semaine sur 2, c'est la tech avec Unlock. Et une semaine sur 2, c'est Survolté avec le 100% électrique. Et donc, quant à nous, on vous dit à dans 2 semaines pour une prochaine émission Survolté. Yes. En tout cas, portez-vous bien et bonne soirée à vous. Salut.